Bonsoir au public nombreux et passionné. Nous sommes réunis aujourd'hui sur ce thème patrimoine partagé et numérisation, mettre en commun les collections, avec une équipe formidable. Vous allez les écouter, mais vraiment ils sont formidables à plusieurs titres. D'une part, parce que bien qu'ils viennent pour certains de milieux qui soient plutôt des milieux sur l'histoire de l'art, ils se passionnent pour les nouvelles technologies. Et pour ceux qui viennent du milieu de la science avec un grand S, ils se passionnent pour l'histoire de l'art. Donc on est déjà face à quelque chose de peu commun. Et ce qui est peu commun aussi, c'est qu'ils se retrouvent à travailler ensemble sur un projet qui nous parle justement de partage de collections et de partage de connaissances. Vous allez me dire, quel lien avec la Chine ? Eh bien, c'est qu'en fait, c'est grâce à la Chine qu'on les connaît, et plus précisément grâce à ma voisine immédiate, Elsa Marguin-Hamon, qui est directrice de la recherche à l'École des Chartes et qui elle-même vient régulièrement en Chine, justement parce que c'est ce thème de la numérisation et des patrimoines qui est au cœur de nombreuses discussions et d'échanges avec les universités en Chine. Donc on va, grâce à la Chine, commencer à regarder un petit peu ce qu'il en est et voir ce que peut comprendre ce thème de la numérisation des patrimoines. Donc pour ce faire, on a autour de la table Charlotte Duvette. Charlotte Duvette, elle est multiprimée. Multiprimée, elle vous le dira si elle rougit pas trop, parce que moi j'ai peur d'en oublier, mais entre les prix décernés par le ministère de l'Éducation nationale, ceux décernés par le ministère de la Culture, ceux décernés par l'histoire de l'art, enfin bon, depuis qu'elle a passé sa thèse, de toute façon, elle est primée. Donc heureusement... on n'en passe qu'une fois dans sa vie, elle peut continuer ses travaux avec un post-doctorat, mais elle vous en dira plus sur ses institutions de rattachement. Paul Kervégan, lui, est un chartiste. Donc vous imaginez les chartistes derrière des parchemins enluminés. Eh bien pas du tout. Vous allez voir qu'il y a d'autres visions du chartiste et que la passion des images et la passion de la mise en commun peut amener à d'autres types de partage. Et ils ont emmené dans leur sillage, parce que je crois qu'il est intervenu un petit peu après, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein, Colin Prudhomme. Colin Prudhomme, qui est un ingénieur centralien et qui s'est passionné pour ce domaine de l'histoire de l'art et la mise en commun que l'on peut partager grâce aux nouvelles technologies. Mon langage est tellement basique que j'en ai un peu honte, mais c'est pas grave. Pour aller plus loin, donc, on va aborder aujourd'hui une expérience qui a été mise en place et portée par Charlotte, qui a ces deux caractéristiques. D'une part, cette pluridisciplinarité, vous l'avez deviné, ça fait partie des axes de ce rendez-vous Chine, mais également une transversalité par l'ensemble des partenaires qui ont été réunis et qui nous permettent de nous poser quelques questions sur les images, mais aussi à partir de Paris et à partir du quartier Richelieu qui fait l'objet de leurs travaux. Comment, à travers les collections que nous avons à disposition, comment donc on peut arriver à comprendre ce que c'est qu'une ville culturelle qui a un rayonnement national ou international. C'est une des pistes sur lesquelles leurs travaux se sont dirigés. Mais avant de tout dévoiler, je vais peut-être commencer par vous proposer de vous présenter de manière plus académique que je ne l'ai fait. Et voilà, Elsa, tu veux commencer ? Merci beaucoup Françoise, merci pour cette invitation. Nous sommes très, très heureux
d'être là. Je suis Elsa Marguin-Hamon, je suis directrice de la recherche et des relations internationales à l'École nationale des chartes. Je suis chartiste aussi et mes travaux m'ont plutôt porté du côté de la philologie, de l'étude des textes et des archives, puisque j'ai été conservateur d'archives, du patrimoine et d'archives pendant assez longtemps, dans divers domaines. Et aujourd'hui, mes fonctions m'amènent à découvrir aussi ou à redécouvrir les archives et les sources à travers cette médiation numérique dont nous allons vous donner un aperçu à travers un très beau projet que j'ai eu la chance de suivre au titre du comité scientifique du projet, donc Histoire du quartier Richelieu, dans lequel je figure aux côtés des partenaires de ce projet, puisque l'École nationale des chartes en est partenaire, mais également, et Charlotte le redira, maintes autres institutions, dont l'Institut national d'histoire de l'art, qui aujourd'hui le pilote, ce projet. Et donc, voilà, c'est et le pilote, parce que c'est un projet pilote, on va voir comment. Peut-être que, Charlotte, je vais vous laisser tout de suite vous présenter, et puis, parce que là, j'ai conscience d'être déjà en train de déflorer un peu le sujet de la table ronde, donc je me tais, c'est promis. Oui, merci beaucoup pour cette double introduction. Donc effectivement, pour revenir peut-être déjà très rapidement pour le moment, on va peut-être aller du général au particulier, déjà de brosser un petit peu le trait du projet en large. On a parlé un peu des institutions. Plutôt pour un premier tour de table. Ah d'accord, moi-même d'abord. Alors moi-même, donc Charlotte Duvette, effectivement, donc j'ai fait ma thèse en histoire de l'architecture et de l'urbanisme. J'ai commencé d'abord à me spécialiser dans les études des transformations urbaines et architecturales du patrimoine parisien, avec un premier travail sur la Samaritaine à l'époque, qui était ancré dans l'actualité patrimoniale, hein, juste avant le grand chantier qui a eu lieu. Ensuite, j'ai travaillé sur le projet de la rue de Rivoli, notamment, qui m'intéressait beaucoup, qui était un petit peu comprendre justement la grande percée de la rue de Rivoli sous le Premier Empire, les pré-projets, tout ce qui était d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à cette culture visuelle, à la réception critique aussi de l'architecture. Et ensuite, j'ai fait donc une thèse sur les transformations de Paris entre 1780 et 1810, à travers l'architecture privée, les lotissements privés également, la spéculation, la nature en ville. Enfin voilà, j'ai fait une assez longue thèse sur le sujet à l'Université Paris 1. Et à la fin de ma thèse, j'ai vu passer cette offre de reprise, puisque je suis la deuxième chef de projet du projet Richelieu, en 2021, et donc ça correspondait absolument à mes travaux qui étaient aussi très liés à la représentation de la ville par les sources d'histoire de l'art. Et là où j'avais travaillé sur quasiment toute la rive droite, eh bien là il s'agissait de s'intéresser juste à un quartier, et j'ai trouvé ça très intéressant comme perspective, puisque ça permet d'avoir une approche à la fois pluridisciplinaire encore plus poussée, et aussi de s'intéresser à un secteur aussi restreint. C'est une façon d'être encore plus granulaire dans notre étude, qui est vraiment, je reviendrai là-dessus, une sorte de preuve de concept voilà, de ce qui est possible de faire avec des études urbaines et architecturales. Et avant de parler des partenaires, donc je passe la parole à Paul pour se présenter. Merci Charlotte pour cette transition très smooth. Alors du coup moi c'est Paul, donc moi je viens à la base de l'histoire de l'art où je suis allé jusqu'au master, avant ensuite de rejoindre l'école des chartes où j'ai fait le master technologie numérique appliquée à l'histoire. Donc en fait je travaille plutôt dans le champ des humanités numériques, ça veut dire du croisement en fait entre le développement informatique et la recherche en humanité au sens extrêmement large, donc l'image, le texte, etc. Et aux chartes, je travaillais plutôt sur le texte, parce que l'école des chartes est plutôt une école du texte pour moi. Et du coup, j'ai travaillé sur un projet, sur une base de données de catalogue de vente de manuscrits, surtout de la période révolutionnaire. Avant ensuite de rejoindre du coup le projet Richelieu qui du coup me permettait aussi de revenir à l'histoire de l'art et donc de revenir plutôt à l'image. Voilà, je passe la parole à Colin. Bonjour à tous, moi je m'appelle Colin Prudhomme, je suis étudiant en dernière année d'études en cycle d'ingénieur donc à l'école centrale à Lille. Mais donc l'année dernière, dans le cadre d'une année sabbatique, j'ai eu l'occasion de faire un master 2 en humanité numérique, donc aussi à l'école des chartes, au sein duquel j'ai développé un projet de recherche
qui portait sur donc le développement d'un modèle de données pour analyser sur le temps long un espace urbain. Donc dans ce cas-là, c'était un espace urbain particulier à Paris, la rue Galande. Donc bon, c'est encore plus précis que le quartier, enfin plus spécifique. Et donc en l'occurrence, mon projet a porté spécifiquement sur le 19e siècle comme période d'études. Il m'a donné donc l'occasion d'essayer de redévelopper un modèle 3D du bâti ancien à partir des sources iconographiques que j'avais donc sur cet espace pendant une certaine période de temps. Et c'est au cours de ce master-là que j'ai eu l'occasion de faire la rencontre donc, avec le projet Richelieu, que j'ai pu intégrer en tant que stagiaire pour essayer de redévelopper la méthode de restitution que j'avais eu l'occasion d'expérimenter pendant ce master, donc au sein du projet, en l'appliquant cette fois donc à la place de la Bourse, qui est donc un des points phares en fait, du quartier, un élément assez central. Et voilà. Merci. Donc Charlotte, voilà, lançons-nous sur le quartier Richelieu. Quel est-il? Où est-il? Tout le monde n'est pas familier avec Paris. Et puis surtout, certains vont peut-être le regarder dans quelques années dans d'autres pays. Donc où est ce quartier Richelieu et quel est ce projet? Alors, peut-être déjà juste pour revenir très rapidement sur ce que vous avez dit tous les deux, peut-être pour préciser que c'était très important pour moi d'avoir une équipe qui soit aussi pluridisciplinaire. Et je voulais vraiment que Paul, qui est vraiment l'ingénieur développeur du projet, ait cette appétence histoire de l'art, parce qu'on travaille beaucoup à partir des images. Donc c'était quelque chose d'assez essentiel d'avoir une personne qui, tout en ayant la capacité technique et la recherche numérique, et aussi cette sensibilité d'analyse des images, et aussi un peu des textes, mais quand même des images. Et pareil avec Colin, le fait qu'il ait la double casquette, à la fois ingénieur, vraiment ingénieur, au sens classique du terme, mais aussi spécialiste des humanités numériques, et avec une passion pour l'architecture et l'histoire du Moyen-Âge, faisait donc une équipe assez complémentaire et assez intéressante. Et on a donc Colin a eu en charge le travail sur uniquement la place de la Bourse. On lui a demandé de faire la même chose que dans son master. Et la place de la Bourse, c'est un sujet qui nous a paru très intéressant justement à partir des recherches de Richelieu. Alors pour revenir sur le projet Richelieu, donc il faut avoir en tête d'emblée que c'est un projet qui est très institutionnel dans la mesure où on est arrivé en tant qu'équipe avec déjà un cadre et des institutions porteuses nombreuses, solides aussi. En fait, il s'agit à la fois donc de la Bibliothèque nationale, très importante, très présente dans ce quartier. C'est des institutions qui sont voisines, qui pour certaines sont dans le quartier, donc qui est dans le 2e arrondissement, depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Donc on a la BNF, on a bien sûr l'École nationale des chartes, qui est aussi implantée dans ce secteur, sur la rue de Richelieu. On a le Centre allemand d'histoire de l'art, qui est tout voisin, sur la rue des Petits Champs. L'Institut national d'histoire de l'art, qui est rue Vivienne. Et puis on a également le Centre André Chastel, qui fait partie de Sorbonne Université. Et donc, des institutions qui ont des charges différentes, qui ont des compétences et des savoir-faire différents qui se croisent. Donc pour nous, c'est important et c'est aussi une valorisation. Et bien sûr, depuis peu, on a également l'École polytechnique de Lausanne pour notamment tout ce qui est apport numérique, compétences numériques qui sont venus s'ajouter à ce consortium institutionnel. Sachant que ma prédécesseuse, Isabella Di Leonardo, aujourd'hui travaille à l'École polytechnique de Lausanne et est plutôt spécialiste d'études géohistoriques et d'humanité numérique. Et ensuite, nous avons des partenaires aussi. Donc, l'institution, en fait, a dressé, disons, elle est à l'origine vraiment du projet et de cette idée de comprendre leur environnement direct. Ils se sont rendus compte que c'était des institutions plutôt liées quand même à l'histoire et l'histoire de l'art, mais aussi l'histoire. Et donc, ils ont eu envie de mettre à frais commun, de mettre leurs compétences ensemble pour comprendre l'environnement dans lequel ils se sont implantés. Et pourquoi est-ce que finalement, il y a un pôle comme ça, très recherche dans ce quartier-là. Et puis, en plus, on a des partenaires qui apportent un soutien financier et scientifique. Donc c'est la Banque de France d'une part, qui est pareil dans le quartier aussi, ils sont près de la place des Victoires. On a également la Fondation des sciences du patrimoine, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qu'on fait en matière d'humanité numérique justement. Et depuis 2024, on est également accompagné par la Caisse des dépôts, je crois nationale ou Île-de-France, je ne sais plus exactement, mais la Caisse des dépôts, voilà, à qui on a envoyé un dossier. Donc un projet voilà, avec beaucoup de soutien. Alors ensuite, donc, le quartier Richelieu en lui-même, donc on est effectivement au 2e arrondissement. C'est pas un quartier qui existe, c'est-à-dire que c'est un nom d'usage. Richelieu, c'est pas un nom de quartier administratif officiel, c'est vraiment le nom d'usage d'un quartier que nous on a défini à partir de ces institutions partenaires. Et après, on s'est dit que finalement,
qu'est-ce qui fait quartier? Ça, c'est la question qu'on se pose à chaque fois quand on fait de la recherche. Comment définir un quartier? S'arrêter à des bornes administratives n'était pas très satisfaisant, historiquement parlant. Donc, je me suis dit qu'on allait redessiner un peu ces bornes. Donc, on va depuis la place des Victoires, qui est une place XVIIe siècle, une place royale, donc avec une entité urbaine qui lui est quand même assez particulière. Ensuite, on longe le Palais Royal, qu'on ne pouvait pas laisser de côté. Alors certes, on est plutôt dans le premier arrondissement, mais le Palais Royal est vraiment le vecteur de quasiment tout ce qui va se développer dans notre quartier à partir de la fin du XVIIIe, donc on ne pouvait pas le laisser de côté. En plus, c'est un champ d'études fascinant, le Palais Royal, avec ses 300 boutiques à l'époque, ses 3 grandes ailes d'architecture fin XVIIIe standardisée, de l'architecture de lotissement. Donc une autre logique urbaine qui se complète bien avec la logique de la place des Victoires, qui permet d'avoir un discours scientifique d'historien intéressant. Ensuite, avenue de l'Opéra. L'avenue de l'Opéra, grande artère haussmannienne qui marque l'indistinction entre deux secteurs quand même, qui est percée dans les années 1870, après la construction de l'Opéra Garnier, donc avec, encore une fois, une logique cette fois-ci d'architecture plutôt 19e. Et puis en dernier lieu, bien sûr, les grands boulevards qui marquent la distinction entre le vieux Paris et les anciens faubourgs, donc tout ce qui est nos actuels 9e, 10e arrondissements, disons, qui n'a pas la même logique topographique. Et donc, choisir le boulevard comme borne, disons, au niveau du nord du quartier, permettait d'avoir un quartier finalement un quartier qu'on a dessiné nous-mêmes et qui propose un discours assez large, assez étendu. Ensuite, pour continuer à répondre à votre question sur les axes de recherche, donc on est parti du postulat qu'on allait justement n'avoir aucune idée reçue et qu'on allait, à partir des documents que nous allions trouver, définir nos axes de recherche. Donc on est vraiment dans un projet iconographique, histoire de l'art. Donc on cherche un maximum d'images numérisées, puisqu'on a un projet humanité numérique, qui sont rattachées à ce quartier. Et à partir de notre analyse des sources, on réfléchit à la notion de patrimoine matériel et immatériel du quartier. C'est-à-dire qu'on a procédé par échantillonnage. Donc d'abord, on n'a pas choisi la rue de Richelieu, on a choisi la rue Vivienne. La rue Richelieu, c'est vrai que c'est un peu l'ossature du quartier, pour ça qu'on l'a appelé quartier Richelieu, d'ailleurs, pour répondre aussi peut-être à la question. C'est vraiment la rue centrale qui fait l'axe nord-sud du quartier. Mais on a choisi l'axe qui comprend la rue Vivienne, la place de la Bourse et le Palais Royal. Donc rue Vivienne, une rue avec des immeubles d'habitation qui vont du XVIIe au XXe siècle, plein de commerces. Une place, donc la place de la Bourse, qui est en plein milieu, qui, elle, sert, disons, la mise en valeur du Palais Brongniart qui est au centre, donc une autre logique urbaine. Et troisième élément, le Palais Royal, que j'ai déjà cité, et qui se complète bien avec les 2 premiers échantillons. On a été un peu, pas dépassé, c'était pas la question, mais en fait, on a voulu chercher un maximum d'informations sur ces 3 éléments, et on a trouvé 4000 documents. Donc dans plein de bases de données différentes, notamment donc on travaille avec la BNF, Gallica, on a également la base de Paris Musée, avec qui nous avons aussi signé une convention de partenariat pour l'usage de leurs sources. On enrichit les sources et après on les renvoie, donc on a un échange de bons procédés. Ensuite, on a aussi travaillé sur la base des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris, donc tout ce qui va être bibliothèque historique, bibliothèque de l'Hôtel de Ville, bibliothèque Forney. Et également le British Museum, qui a beaucoup de gravures du quartier, qui montrent par exemple les gravures de mode, les caricatures, des représentations de l'architecture. Donc une façon aussi à ce moment-là de vous dire que le projet s'intéresse à la ville telle qu'elle est représentée, mais aussi telle qu'elle est produite. C'est-à-dire qu'on a une approche large de l'étude urbaine, pluridisciplinaire. C'est à la fois de l'histoire économique, sociale, histoire architecturale, urbaine, mais aussi histoire des mentalités et des sensibilités. Quelle est l'ambiance du quartier? Comment les contemporains l'ont perçu? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Où? À quel endroit? Pourquoi? Donc on essaie de mélanger en fait notre regard, de l'ouvrir à tous ces éléments pour comprendre ce qui fait de Paris déjà une capitale culturelle, telle qu'elle a été définie par des historiens comme Christophe Charles. On s'intéresse aussi à la notion de sensibilité telle que l'aborde Alain Corbin, un autre grand historien. Et on essaye, à partir de l'histoire de l'art, de comprendre la production vraiment de la ville et le regard qu'on y a posé et comment est-ce que ça a pu influencer tous ces éléments. En très très résumé, n'est-ce pas ? J'ai pas pensé à citer également le Paris Time Machine, dont nous sommes projet associé, qui s'appelle maintenant le projet Time Machine. En fait, c'est un consortium aussi
qui est porté par la grande infrastructure des humanités numériques, qui s'intéresse à tout ce qui est à la géohistoire. Hein, c'est ça, c'est tout un ensemble de projets qui développent des outils en commun, en sciences ouvertes, en partage d'informations. Et donc, nous sommes projets associés depuis 2023. Donc, eux ont une trentaine de projets, 36, je crois, à vérifier récemment. Au début, ils étaient restreints à l'ère topographique parisienne et ils se sont ouverts. Donc, c'est devenu le projet Time Machine dans le sens où c'est davantage la méthodologie qui fait foi plus que l'emprise topographique. Voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais peut-être que je vous Une laisse, petite question, une petite question, tu évoquais, on prend les images et on les enrichit. Ça veut dire quoi? Alors, justement, donc l'objectif, c'est pas de faire juste un catalogue d'images, c'est d'aller évidemment plus loin, c'est d'utiliser les sources et de ensuite les proposer au public, mais à tous les publics, c'est-à-dire qu'on veut s'adresser à la fois aussi bien aux néophytes, aux curieux, aux intéressés, que aux chercheurs plus expérimentés, disons, dans ce domaine. Donc, on prend toutes ces séries d'images et ensuite on les classe. On les réunit ensemble, des images qui sont séparées, hein, je le rappelle, elles viennent d'institutions et de fonds différents, elles ne se croisent pas, hein, chacun a sa base de données, et nous on les réunit, on essaie justement de les redispatcher, disons, par bâtiment, par exemple, toutes les images qui sont rattachées au Palais Brongniart, ancien temple de la Bourse. On va les réunir ensemble, toutes les images qui vont être rattachées par exemple à l'événement Révolution française, tout ce qui a pu se produire dans le quartier va être réuni. Toute la production, par exemple, d'un théâtre, il y avait 12 théâtres dans notre quartier, 12 théâtres, plein de passages couverts, de galeries, beaucoup de commerces aussi, plein de tailleurs, de chapeliers. Voilà, je n'ai pas cité les thèmes, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'institutions dans notre quartier, pas uniquement celles qui portent le projet, mais d'autres également. Et on a des sous-corpus comme ça thématisés. Donc ça, c'est notre premier élément. Le thème peut aussi être celui de la nature, par exemple. On va montrer toutes les images, tous les documents qui sont rattachés à la question de la nature urbaine. Donc ça va être les arbres qui avaient auparavant place de la Bourse, dont on voit l'aménagement et l'enlèvement. Ça va être tous les états du jardin du Palais Royal. Ça va être le jardin privé de la Banque de France, dans l'hôtel Toulouse-Lavrière. Ça va être notamment jusqu'à la nature un peu imaginée avec les peintures d'Antoine Degoff qu'on a dans la salle Labrouste, qui est l'actuelle salle de lecture de l'Institut d'histoire de l'art, qui est un peu une sorte de basilique de la connaissance dans la forêt de l'ignorance, selon l'architecte. On termine avec le jardin Vivienne, l'actuel jardin Vivienne, celui de la BNF qui a rouvert récemment. Donc ça, c'est un thème. Et puis après, on a d'autres éléments. On a aussi la spatialisation qui est très importante dans le projet, dont parlera plus précisément Paul et Colin. C'est-à-dire que chaque image, où vous voyez par exemple une photographie, alors oui, je n'ai pas précisé, pardon, l'hétérogénéité des images, c'est à la fois des menus de restaurants, des cartes postales, des photographies, des plans de cadastre, des croquis, des dessins, des vues, des maquettes, des objets. Le sac à main qui a été créé par le fabricant de sac à main du Palais Royal qui était au numéro 32 de l'arcade de l'Aile Valois. Enfin voilà, on va vraiment de façon très granulaire, très loin de notre recherche de sources. Et on s'intéresse autant aux beaux documents d'histoire de l'art, donc les beaux reportages photos de Jeanne Adjé, très connus, jusque vraiment aux sources anecdotiques, la gravure, l'illustration du journal anticapitaliste qui montre la place de la Bourse qui dévore le peuple. Enfin, voilà, ça va très, très, très loin. On n'a pas voulu se restreindre dans les thèmes, puisque ça fait partie de cette histoire du quartier. Tout ça, bien sûr, étant pensé aussi comme une sorte de preuve de concept, de jusqu'où on peut aller dans l'analyse d'un échantillon urbain. Et donc, je termine sur les thèmes, peut-être. Donc, on a des identifiants de lieux. Quand on a une photographie avec 4 immeubles, qui ne sont pas forcément notés dans la notice du musée comme étant le numéro tant et tant et tant de telle rue, nous, on ajoute des identifiants de lieux. C'est-à-dire qu'on dit que ça, c'est l'immeuble qui est au 20 rue Vivienne, et celui-ci est au 18, celui-ci est au 16. Et ensuite, quand on ira sur la plateforme web, qui est donc le rendu final du projet, on pourra, en cliquant sur une parcelle, voir cette photo apparaître, puisque nous, on aura dit que cette photo était une vue de tel bâtiment. Et là, il y a des complexités qui arrivent, c'est qu'on ne peut pas travailler à l'adresse, parce que les adresses changent régulièrement. En revanche, la parcelle, l'espace au sol demeure immuable, intangible, et donc c'est vraiment ça notre source pour documenter. Donc on fait ça à partir d'un SIG. Je vais peut-être laisser Paul en dire un mot rapidement.
système d'information géographique qui est un outil formidable où on superpose des cadastres de différentes périodes qu'on a récupérés en sciences ouvertes des travaux de projet Alpage, qui est aussi associé au Paris Time Machine. Et je te laisse en dire un mot. Alors oui, donc alors Charlotte disait que l'empreinte au sol et les questions de parcelles ne changeaient pas. C'est en partie vrai, mais en fait justement quand on travaille, en fait un SIG c'est une base de données cartographique pour vraiment poser de l'information spatiale et voir de l'information spatiale donc sur des fonds de cartes. Et du coup, quand en fait on géoréférence des plans, donc c'est un peu la base de notre travail, c'est de géoréférencer des plans du quartier de différentes époques, mais en fait on voit qu'il y a énormément de micro-changements. Et donc je pense que c'est à la fois l'énorme difficulté et l'énorme intérêt de notre travail sur le parcellaire, parce qu'en général quand on dit qu'on fait de la spatialisation, on fait du géoréférencement. Quand on géoréférence de l'information, en général on associe en unité numérique, on va associer telle image à tel point dans l'espace. Ce qui est pratique et qui fonctionne, mais à partir du moment où on commence à travailler à dire que telle image représente telle parcelle, en fait, on va prendre en compte beaucoup de choses. Je pense qu'on peut dire qu'on prend en compte deux choses différentes qui vont être deux formes de complexité. La première, c'est que le parcellaire évolue dans le temps, et donc du coup, en fait, un bâtiment peut exister à un moment A, mais pas à un moment B. Un bâtiment peut changer d'un moment A à un moment B. Et du coup, il faut trouver des moyens de façon numérique pour représenter, disons, ces évolutions temporelles et ces évolutions de l'espace sans rendre l'information inaccessible. Première complexité. Deuxième complexité, c'est la question des sources historiques, parce qu'en fait, on est extrêmement dépendant du coup des documentations qu'on a du parcellaire historique et donc des plans tels qu'ils ont été faits. Donc nous, on utilise trois sources principales. Le plan Alpage, du coup, qui était... Non, le plan Vassereau, excusez-moi, qui a été tout d'abord représenté par... Oui, c'est donc du début du 19e siècle, si je ne me trompe pas, qui a d'abord été géoréférencé par le projet Alpage, qui est le tout premier projet en fait, du Paris Time Machine dont parlait Charlotte, qui est maintenant le projet Time Machine. Ensuite, on a des parcelles à la feuille qui, elles, datent du milieu, si je ne me trompe pas, C'est fin 19e? Non, les parcelles à la feuille, c'est milieu 19e. Donc du milieu du 19e siècle. Celle-là n'avait jamais été géoréférencée avant, donc en fait c'était vraiment un travail de mon prédécesseur Loïc Janson d'aller trouver ces fonds cartographiques et de les replacer sur du coup une carte pour avoir vraiment des vues très détaillées en fait du parcellaire du quartier au milieu du siècle. Et pour finir, on a le cadastre municipal de Paris de la fin du 19e siècle, qui est du coup notre troisième source. Et du coup, en fait, c'est à partir de ces trois sources-là qu'on a géoréférencé, qu'on peut étudier l'évolution du parcellaire, et donc c'est cette donnée-là qui va être utilisée comme base pour notre géoréférencement. Voilà. Juste peut-être, j'ai pas cité les bornes chronologiques, il est vrai, du quartier. Tout à l'heure, on parle de 19e siècle, mais les bornes ont été définies à nouveau en fonction des sources qui ont été récoltées. Donc, on a surtout un intérêt pour le 19e siècle, le long 19e siècle. Disons qu'on a commencé en 1750, qu'on termine en 1950, tout simplement parce qu'avant cette période-là, la ville est beaucoup moins médiatisée, représentée, et toute cette culture de masse, on la voit vraiment se mettre en place plutôt pendant le 19e siècle. Et c'est pour cette période qu'on a le plus d'informations. Très peu d'éléments avant cette période, quelques gravures d'architecture publiées dans des recueils anciens, mais pas autant de sources pour étudier le quartier comme on le voudrait, c'est-à-dire avec ce regard vraiment pluridisciplinaire. Et c'est aussi dépendant finalement des documents numérisés par évidemment les institutions avec lesquelles on travaille. Et c'est intéressant de s'intéresser au 19e siècle dans la mesure où on voit vraiment le passage de la ville moderne, c'est-à-dire cette notion, encore une fois, de capitale culturelle, de ville moderne avec toute son évolution des réseaux de transport, avec la multiplication des commerces, etc. On le voit vraiment à travers les documents. Par exemple, le fait que le quartier soit passé plutôt d'une occupation très architecture privée, on avait surtout beaucoup d'hôtels particuliers, quelques maisons privées, on voit qu'on évolue tout au long du 19e vers un quartier beaucoup plus institutionnel, commerçant à nouveau, avec plein de réseaux de transport. On voit l'évolution des omnibus, les fiacres, on voit le mobilier urbain aussi qui arrive, qui se développe considérablement. Donc c'est une période qui est assez, un point de bascule qui est assez intéressant. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je termine sur les entités nommées, mais non,
avant d'aller jusqu'aux entités nommées et de les définir, pourquoi ce choix pour les référencements de plans parcellaires de différents documents du 19e et pas de plans contemporains, ou comment jouer justement entre cette base et le contemporain, Paul? Parce que je pense qu'on a tous les trois des choses à dire là-dessus, donc Oui, vas-y allez-y. Colin, si tu veux. Dans l'ordre que vous voulez. Si tu veux commencer. En fait, la démarche de géoréférencement, donc du référencement de plans anciens qui a été mis en place dans le projet, c'est ce qu'on appelle une démarche régressive. Donc en fait, on va effectivement partir de plans actuels, du cadastre actuel. Donc on a récupéré auprès de l'IGN, et en fait, il va servir à replacer chronologiquement, enfin en remontant dans le temps, des plans d'époque de plus en plus anciennes. Et ça va avoir l'intérêt de faire en sorte que, de proche en proche, on peut comparer deux plans entre eux et avoir plus de points de référence qui vont nous servir à faire ce recalage. Donc c'est vraiment une démarche importante effectivement de repartir du cadastre actuel et d'utiliser ce cadastre actuel pour voilà, replacer, faire cette démarche de recalage cartographique. Oui, merci beaucoup. Alors, il y avait aussi cette idée de... Moi, je l'ai travaillé sur des plans anciens, dans la mesure où le projet a cette approche iconographique, qui est une de nos approches, mais il y a aussi une approche cartographique assez précise, et on voulait vraiment partir d'une étude du tissu urbain assez solide. Et comme nos images montrent finalement des immeubles, beaucoup de bâtiments qui datent de cette période-là, on puisse voir à la fois l'évolution de la rue à travers l'iconographie, mais aussi à travers les plans. C'est-à-dire que je voulais absolument qu'on retrouve, qu'on puisse faire la corrélation entre la façade de l'immeuble et sa parcelle, son terrain, sa surface au sol. Et donc c'était important d'avoir des cartes qui vraiment correspondent aux immeubles en eux-mêmes. Je pense pas avoir grand-chose à rajouter à ça. Et donc, c'est quand même un sacré challenge d'avoir autant de documents différents. On les voit qui passent, c'est des estampes de mode, aux croquis, aux dessins d'architectes, etc. C'est à la fois un corpus très, très mélangé, et il y a aussi, j'imagine, des éléments que vous avez dû chercher pour montrer les mutations, puisque c'est le propos, comment représenter et les mutations et ce qui fait l'identité d'un lieu. Et comment vous faites avec ce qui manque ? Oui, mais les zones d'ombre sont très intéressantes, puisque l'absence d'information est toujours une information en soi dans la recherche. Et donc, justement, il y a plusieurs choses. Il y a ce que nous, dans ce qu'on a trouvé, on ajoute, on enrichit, parce qu'on ne voulait pas vraiment avoir juste une exposition de sources. Il faut, sinon on perd l'intérêt, qu'il y ait quelque chose, un enjeu de recherche. Donc, il y a à la fois ajouter de l'information, donc enrichir. Donc, j'ai cité déjà mes éléments de lieu, mais il y a aussi chaque image où on va sortir des informations, comme une enseigne, plusieurs noms d'enseignes qu'on va sortir, et là on va faire une recherche complémentaire, par exemple dans des bottins et annuaires, pour trouver le type de métier du commerçant, le rattacher à une adresse plus précise, enfin créer comme ça ces sous-corpus. Et ensuite, l'absence d'information est intéressante. On a d'ailleurs en ce moment un cycle de séminaire, notre 3e cycle de séminaire, qui s'intéresse à ce qui ne sera pas sur notre site internet et qu'on aurait aimé pouvoir développer. Par exemple, la question de la littérature. C'est un quartier qui est absolument présent dans la littérature, qu'elle soit grande littérature, les Zola, les Balzac, etc., ou même une littérature plus anecdotique, plus locale. Et on en a très peu d'éléments iconographiques. Donc on voit que les hommes de lettres, par exemple les salons, les sociabilités, lieux de sociabilité sont absents quasiment des images. De la même façon, les minorités, comme par exemple, on ne voit pas beaucoup la pauvreté dans nos sources, on n'a pas tellement de représentation de la prostitution, alors que c'est un quartier de la prostitution. Entre le Palais Royal, il y a beaucoup de maisons closes aussi, les grands boulevards bien sûr. On en a un petit peu de vues comme ça, de racolage, disons, fin 18e, début 19e au Palais Royal. Et puis ensuite, ce qui fait sens au regard de l'histoire et de certaines lois qui sont passées, on en a beaucoup moins, et voire plus du tout, puisqu'elles sont cachées, disons. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant à creuser. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de voir et ce qui donnera lieu à des articles. On n'a pas précisé, mais il y a bien sûr un site internet, une plateforme web dont Paul va reparler, avec une base de données relationnelle qui met en lien et qui propose des parcours dans ces documents, et une quinzaine d'articles pour ouvrir des pistes de recherche
aussi, pour lancer des sujets également, pour passer la main peut-être à d'autres chercheurs, ou pour nous-mêmes d'ailleurs. On a déjà publié quelques articles, bien sûr, sur la question. Notamment, moi j'ai découvert en faisant le projet plein de choses. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser aux magasins de nouveautés, qui ne sont pas très connus. Enfin, il y a eu quelques publications sur ces sujets-là, mais on ne connaissait pas ceux du quartier. Donc voilà, qui s'appelle le Palais de Cristal, où il y a les villes de France qui est un peu plus connu, mais on ne s'était pas trop intéressé à son architecture. Et puis on voit que là où les passages couverts, par exemple, se sont construits sur des anciens hôtels particuliers, nationalisés, rachetés et relotis, eh bien on a la même logique avec les magasins de nouveautés, hein, qui datent des années 1830-40, qui marquent la transition avec les grands magasins qu'on connaît, et qui eux aussi sont construits sur des hôtels particuliers comme une sorte de deuxième échelle de lotissement dans le quartier, et qui ont donné lieu à pas mal d'iconographie, à une architecture en fer aussi qui est assez précurseur d'autres choses. Enfin, plein de sujets. On a aussi des immeubles hybrides qui sont à mi-chemin entre la maison de commerce, la maison urbaine et l'immeuble, qui se construisent dans le quartier, qui sont publiés dans des recueils d'architecture, qui ne sont pas très connus non plus. On a mis à jour aussi tout un nombre de réseaux, les réseaux des architectes, par exemple, des architectes de quartier. On se rend compte que, par exemple, Jean-Louis Pascal, qui est l'architecte de la salle ovale de la BNF, il a aussi travaillé pour la Banque de France juste à côté. On en a plein comme ça, des architectes de quartier, des réseaux aussi professionnels et interpersonnels. Les éditeurs du quartier travaillent avec les théâtres du quartier pour éditer des affiches qui seront collées à tel emplacement, puisque cet emplacement est un lieu de passage. Donc on comprend un petit peu mieux la logique vraiment médiatique aussi de la ville par le projet. Et ça, c'est vraiment 3 exemples parmi beaucoup d'autres. Donc on sent aussi l'utilité finalement de notre démarche qui est assez satisfaisante. Pour utiliser ces images, vous les décrivez de manière extrêmement précise. Et la description, c'est déjà une piste vers l'analyse et vers la qualification. Est-ce que, Paul, tu peux nous parler de ce qui se cache derrière ce gros mot des entités nommées ? C'est pas une insulte à la Tintin, mais... Entité nommée, c'est quelque chose qui vient plus des sciences du texte, en fait, en humanité numérique, où en fait ça consiste à l'intérieur d'un texte à repérer qu'est-ce qui est, de manière très large, une chose qui a un nom. Donc en fait, ça veut dire qu'est-ce qui est un objet du réel qui mérite d'être extrait du texte comme information. Donc c'est souvent des lieux, des personnes, oui, voilà, des lieux et des personnes en fait. Et donc en fait, nous on a choisi d'appliquer ce principe-là dans notre rapport à l'image, et donc du coup d'extraire de l'information sur qu'est-ce qui est représenté dans un sens extrêmement large justement. C'est aussi ça l'intérêt d'entité nommée, c'est que ça veut un peu une chose du réel qui a un nom, ça peut un peu être tout et rien, et que du coup on peut vraiment aller à un niveau de recherche qui soit extrêmement granulaire et extrêmement précis. Et c'est le travail que font Charlotte et les autres chercheuses du projet. Voilà. Oui. Oui, bien sûr. Alors, parmi les entités nommées, alors oui, comme Paul a cité les autres chercheuses, en fait, on a effectivement une doctorante qui travaille avec nous, c'est Louise Thiroux, spécialiste du mobilier urbain, qui est étudiante en doctorat à l'EPHE, voilà, qui a un contrat à l'INHA qui nous aide à faire nos recherches. Alors oui, effectivement, donc des exemples d'entités nommées, par exemple, ça va être des bâtiments, comme le Palais Brognard. Palais Brognard est une entité nommée qui doit revenir environ 600 fois dans les tableurs, parce qu'on travaille d'abord sur des tableurs. Ensuite, d'autres exemples, ça va être des entités nommées beaucoup plus, comment dire, pas éphémères, mais qu'on retrouve beaucoup moins, beaucoup plus discrètes. Ça va être l'enseigne SUS, par exemple, Bronzier. Ça va être G, Chapelier. En fait, dès qu'on a le nom d'une enseigne et qu'on arrive à lui donner un corps de métier, ça va devenir une entité nommée. Et ensuite, on peut les grouper ou au contraire les étudier de manière isolée. On va avoir aussi un événement qui peut être une entité nommée. Donc Révolution française est une entité nommée, ou la Commune. Il y a eu beaucoup de sources produites, par exemple au Palais Royal pendant les incendies, les émeutes. Tous les discours, bien sûr, sur la Révolution française au Palais Royal aussi sont dans notre base de données. Donc on a événements, enseignes, monuments. Ça peut être aussi les personnes, effectivement. Labrouste, architecte, qu'on retrouve beaucoup. Ça peut être aussi des lieux, je crois.
Oui, on a aussi des lieux, enfin voilà, c'est assez varié. On ne sait pas, on essaie de ne pas se restreindre, mais on part du principe que à partir du moment où quelque chose apparaît plus de 2 fois dans le corpus, ça devient une entité nommée. Donc, en fait, on a une liste gigantesque de milliers d'entités nommées, puisqu'on n'a pas voulu les laisser de côté. Mais on a retrouvé, c'est surtout lié au commerce en fait. Hein. Ça va être principalement plein de noms d'enseignes de café par exemple. Ça peut être aussi maintenant jardin, devenu le jardin Vivienne ou les arbres de la Bourse sont une entité nommée, puisque ça permet de découvrir un sujet pas très connu, inédit, ou qui peut donner lieu à une étude, on en fait une entité nommée. Donc en fait, il est vrai qu'on ne suit aucune règle, si ce n'est la nôtre, que nous avons nous-mêmes définie. On ne suit pas de thésaurus, on n'a pas repris les thésaurus, mais on essaye de rester, disons, générique dans nos descriptions, avec des termes plutôt assez évidents. Et alors, une fois que vous avez qualifié un lieu, un événement, un élément d'entité nommée, vous en faites quoi? Ça vous sert à quoi, une entité nommée? Alors là, c'est plutôt Paul qui va répondre ensuite, mais moi, ça me sert en tout cas, quand j'enrichis tout le corpus, ça me sert ensuite à faire des recherches thématiques, pas tant thématiques, mais je sais que j'ai noté beaucoup de personnes comme étant monsieur quelque chose Chapelier, monsieur quelque chose tailleur, ensuite je cherche juste tailleur ou Chapelier, et j'arrive à retrouver toutes ces images, parce que notre objectif, c'est vraiment d'avoir toujours ces sous-corpus qui peuvent être de plein d'ordres différents. Corpus pour un bâtiment, pour un lieu, c'est pour ça aussi qu'on met les adresses. Si jamais j'arrive à faire une recherche à un de mes identifiants de lieu, je vais retrouver toutes les images que j'ai rattachées à cet identifiant de lieu. Et ça permet d'avoir cette question de la bibliothèque mentale dont on parlait justement, d'avoir des ensembles d'images qui ensuite peuvent susciter une recherche différente. Enfin, le fait d'avoir sous les yeux des images comme ça de différentes natures, ça peut permettre ensuite d'avoir un nouveau discours, ça peut faire susciter un petit peu des idées. Enfin, on sait qu'en discutant encore une fois avec notre doctorante il n'y a pas très longtemps, on a découvert qu'il y avait des curiosités du Palais Royal, comme des sortes de freak shows qui ne sont pas connues du tout. Et puis en voyant ces images, on se dit, ah oui, il y a une étude, c'est vraiment la recherche par l'histoire de l'art, d'une certaine façon. Aussi, sur les questions, par exemple, alors je ne sais pas à quel point est-ce que je vais dans le détail, mais le croisement en fait entre le travail qu'on fait sur l'espace et le travail qu'on fait sur la compréhension des images que fait Charlotte, en fait, ça pourra faire ressortir, par exemple, on pourra par exemple regarder comment est-ce que le quartier est occupé, c'est-à-dire par qui est-ce qu'il est occupé, est-ce qu'il y a des zones particulières qui vont être plutôt des zones d'imprimeurs, ou est-ce qu'il y aura des zones qui seront plus des zones d'acteurs et d'actrices, comme il y en a on le sait, il y en a beaucoup au Palais Royal. Ce genre de questions-là, voilà. Donc il y aura aussi un croisement justement entre l'analyse iconographique et l'analyse spatiale, parce que le but final, en fait, là on a parlé séparément d'iconographie, de cartographie, mais en fait le but final c'est de croiser tout ça dans un outil unique pour un peu explorer tout ça ensemble, quoi. Oui, ça permet des recherches. Oui, voilà, enfin oui. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ces éléments-là d'information qui sont ajoutés par la recherche manuelle, disons, pour la plateforme au final, ça va devenir en fait des sortes de points d'entrée dans le corpus iconographique et des manières de faire en fait des recherches avec des filtres qui soient très précis, en fait, de croiser différents filtres pour voir si à tel endroit il y a telle occupation qui a lieu ou pas, comment est-ce que l'activité économique structure l'espace ou non, ce genre de questions-là. En fait, à terme, dans la plateforme web que Paul est en train de développer en ce moment, qui sera en ligne en novembre, le 12 novembre 2024, lors de notre conférence de lancement, qui aura lieu dans l'auditorium de l'INHA, donc on communiquera sur tous les réseaux à cette occasion. En fait, l'objectif sur cette plateforme web, c'est qu'on puisse y entrer de différentes manières pour que justement chacun puisse y trouver son intérêt. Donc on peut y entrer par la carte. C'est pour ça que Paul l'a cité, on travaille vraiment précisément à la parcelle. En fait, travailler par point, selon moi, a un intérêt quand on est sur une échelle géographique, topographique étendue. On peut voir des clusters avec les points si on travaille à l'échelle de tout Paris, par exemple. Mais là, vu que de toute manière, on a une échelle que de finalement 50 numéros de rue pour la rue Vivienne, 20 pour la place de la Bourse, même plutôt une quinzaine. Et puis après, le Palais Royal, on travaille par numéro, enfin par série d'arcades. Autant y aller à la parcelle. C'est logique. Pour moi, cette logique, elle dépend aussi de notre approche et du fait qu'on n'a quasiment pas de zone d'ombre.
Donc il y a peut-être quelques bâtiments, quelques façades pour lesquelles on a une ou deux entrées, une ou deux images, d'autres on en a 400, mais voilà, dans tous les cas, il y a quasiment tout qui est documenté, donc c'est logique de travailler à la parcelle. Et donc dans le site internet, on entrera où par la carte, donc on aura notre cartographie numérique, on pourra cliquer sur un espace, un lieu et voir toutes les images apparaître, avec sans doute des textes, des lignes aussi. On n'a pas cité d'annuaire, on a aussi travaillé sur les bottins et annuaires, donc là pour le coup uniquement les lignes de texte. On aura aussi une deuxième manière d'entrer par thème et sous-thème, donc un thème général, disons commerce, puis ensuite à l'intérieur on pourra raffiner par restauration ou mode, et puis encore après plus dans le détail, dans la mode on aura les tailleurs, et puis après dans les tailleurs tel tailleur, et ainsi de suite. Et la troisième entrée, elle est plutôt visuelle, c'est plutôt le travail que Colin est en train de réaliser. On aura une entrée, disons, presque en modélisation, plutôt 3D, une entrée, voilà. Donc on teste aussi, hein, c'est un projet aussi de recherche, donc qui est un petit peu exploratoire. Et tout ça, bien sûr, est aussi fait dans l'idée d'avoir ensuite une méthodologie réplicable. Hein, l'idée, c'est que nous, notre méthode est de recherche et les outils qu'on développe manuellement, hein, tout ce qu'on explore, c'est qu'ensuite, ça pourrait alimenter d'autres projets pour d'autres quartiers, d'autres rues, d'autres villes, d'autres pays. Enfin, c'est vraiment plus une méthodologie. Hein, ça n'a pas forcément vocation à dire la vérité vraie du quartier, plutôt qu'à faire une preuve de concept de comment on pourrait étudier un morceau de tissu urbain. Et Colin, vous êtes intéressé essentiellement au Palais Brongniart, c'est ça, qui est un des bâtiments emblématiques du secteur. Enfin, il y en a beaucoup, c'est la richesse du lieu. Et qu'est-ce que vous a révélé l'analyse des images sur Brongniart? En fait, l'approche que j'ai eue de la source pendant mon travail avec le projet Richelieu, c'était une approche différente que de la connexion source-parcelle. En fait, c'était plutôt l'idée de recontextualiser les sources. Donc, une première approche par la 3D, en replaçant les sources sur le système d'information géographique, donc en fait en recalant les images sur une carte, et ensuite d'essayer de mettre en relation ces images avec un scan laser de la place de la Bourse qu'on a eu l'occasion de faire, pour essayer de voir maintenant comment elles s'agencent dans un espace 3D et ce qu'elles peuvent apporter comme information sur le bâti disparu, sur les transformations du quartier, etc., d'une façon volumétrique. Donc ce que nous a apporté d'abord l'approche 2D sur le Palais Brongniart, ça a été de constater donc, sa prédominance dans les environs de la place de la Bourse. Donc on peut constater en spatialisant les sources qu'on a une évolution de la représentation de cet élément urbain. Donc au début du 19e siècle, par exemple, on a une représentation relativement conventionnée qui se fait selon des points particuliers qui parlent en fait, en général, au public destiné à qui regarde les œuvres en fait. Et progressivement, par exemple, avec l'apparition de la photographie, on va avoir la multiplication des points d'intérêt autour de la place, et ça va permettre donc de réfléchir aussi à la démarche du photographe ou de l'artiste dans la ville. Quel point de vue est-ce qu'il va prendre? Et la 3D permet ça en particulier, puisqu'on va pouvoir, par exemple, voir qu'un photographe s'est placé dans un bâtiment, à telle ou telle fenêtre, pour essayer de prendre son image. Et ça va permettre d'avoir plus d'informations sur voilà, ces procédés photographiques et sur donc, l'ambiance et l'évolution d'un quartier dans le temps. Oui. En fait, le travail que j'ai fait, c'était pas uniquement sur le Palais Brongniart, c'était surtout sur le percement d'une avenue, donc l'avenue du 4 septembre, qui a donc conduit à la destruction du théâtre du Vaudeville. Et donc cette reconstruction en 3D de l'espace à partir des photos anciennes avait aussi pour objectif d'essayer de réfléchir à la façon dont ce percement avait été réalisé, quel changement est-ce que ça introduisait dans l'espace visuel de la place de la Bourse, et aussi la façon dont il allait être représenté. Donc effectivement, c'est assez intéressant. C'est un percement qui a été réalisé vers 1868, donc en plein cœur des travaux haussmanniens en fait, et on a une grande quantité de représentations de ce percement, donc, qui est donc plutôt intéressant à étudier pour ces raisons-là, et qui montre aussi la signification qu'avaient les travaux haussmanniens pour les contemporains, et voilà, tous les visuels que ça a pu produire. Parce qu'il y avait donc beaucoup de photos disponibles sur le site du fait du percement de la rue du 4 septembre. Alors c'est ça. Déjà, autour de la place de la Bourse, il y avait une quantité de sources qui est vraiment gigantesque, parce que c'est vraiment un endroit phare du quartier.
Et au sujet de ce percement-là, effectivement, on a pu avoir des sources sur la destruction du théâtre, juste aussi sur la perspective que ça crée autour de la place, qui n'avait rien à voir avec ce que ça pouvait être précédemment. Donc du coup, au travers de vos descriptions, de vos recherches, de la façon dont vous collectez les informations, est-ce que ça vous a amené à découvrir des pistes inattendues sur ce secteur? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on passe à des époques très différentes. C'est révélateur de la modernisation qui se met en place au XIXe siècle. Est-ce que vous aviez des préconçus que vous avez complètement balayés au fur et à mesure de votre travail, de l'avancée de vos référencements, de vos collectes d'informations? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'à la fois j'avais volontairement essayé de faire table rase avant de chercher pour ne pas être biaisée, disons, par ma connaissance du patrimoine parisien. Je m'étais dit, par des images et tu verras en fonction pour justement pas être orienté. Je l'ai sans doute été quand même, mais voilà. C'est un petit peu ce que j'ai cité, par exemple, sur toutes les caricatures. Je ne m'attendais pas à trouver autant de gravures, quand même, d'extraits de journaux, etc., de voir que la bourse était, je sais pas, il y a 700 images rattachées à la bourse. Ça me paraît démentiel, sachant que tout n'est pas numérisé par les institutions et qu'on ne prend pas non plus toutes les institutions. Enfin, on n'a pas vocation à être exhaustif pour autant. Le fait de voir que c'était beaucoup de caricatures anticapitalistes aussi, enfin assez étonnantes, beaucoup de pièces de théâtre aussi qui sont un petit peu critiques de la société et qui vont choisir aussi la bourse comme point d'ancrage, c'est étonnante. Avec un monument aux morts qui a à l'effigie d'un grand voleur, Robert Macaire, enfin qui est un voleur fictif. Bon. Des choses assez étonnantes parfois qui font un peu sourire. Je ne m'attendais pas non plus à avoir autant d'affiches, affiches de tout, affiches publicitaires vraiment de toutes sortes, très visuelles, très colorées d'ailleurs, assez intéressantes. Et là où je pensais que d'abord on allait choisir que des sources très architecturales, donc qui montrent la ville, des photos topographiques, des sources plans, etc., eh bien je ne m'attendais pas à trouver autant d'intérêt dans des sources dites secondaires. Par exemple, les menus de restaurants qui ont à l'intérieur, en illustration, par exemple, la devanture même du restaurant, et donc ça devient ce menu de restaurant devient presque une sorte d'affiche publicitaire et de logo. Enfin, il y a des choses comme ça qui nous apprennent beaucoup d'informations sur le fonctionnement de la ville, peut-être plus que sur son état. Et aussi des relations, toutes ces relations, tous ces réseaux sous-jacents. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle vie de quartier qui se voit à travers les images. Enfin, je ne pensais pas que juste en étudiant comme ça toute une série d'images, on pouvait savoir que tel éditeur, donc comme je l'ai dit, pouvait travailler avec telle personne, mais que aussi il allait travailler avec le voisin. Enfin, il y a des réseaux vraiment très présents. Dans les gravures de mode, par exemple, on voit que le chapelier travaille avec le tailleur de la rue d'à côté, qui travaille aussi avec l'éditeur qui est juste en face. Enfin, c'est une vie de proximité assez impressionnante. Et voilà, c'est déjà bien. Chose à dire encore, mais voilà. Il y avait on avait pas mal de choses qui sont apparues au fur et à mesure des recherches et on s'est dit qu'il y avait en fait beaucoup de portes à ouvrir sur ce sujet-là. Et en plus, ça montre aussi que le projet n'est pas terminé et qu'en plus, ça pourra donner lieu à plein de publications, à des articles. Enfin, j'aimerais avoir la possibilité d'écrire 10 articles par mois, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à ouvrir sur le projet. Je pense que ce qui a été très intéressant aussi, par exemple sur la place de la Bourse, c'est effectivement la quantité de sources qui ne documentaient pas la Bourse, qui documentaient pas beaucoup plus l'activité qui s'est déroulée, la façon aussi dont les gens investissaient l'espace autour de la Bourse, toute l'activité commerciale qui se déroulait en dehors du bâtiment lui-même. Ça montrait aussi vraiment une pratique du quartier, qui est aujourd'hui complètement différent bien sûr, et qui renseignait beaucoup plus que, moi j'étais parti vraiment sur l'idée de travailler sur l'architecture, mais qui aussi donnait beaucoup plus d'informations sur la pratique culturelle, la pratique économique, etc. Mais justement, ça c'est très intéressant puisque du coup, grâce à ce travail, on sait que l'analyse par exemple des formes architecturales en fonction de l'usage du bâtiment et de ses évolutions, et de ses modernisations,
est possible à travers ce corpus. C'est-à-dire qu'on a à la fois des vues techniques, des documents anecdotiques, et on comprend mieux pourquoi telle enseigne a tel emplacement. Enfin, on a des plans de boutique, on a vraiment des vues d'intérieur aussi également. Et donc cette pluridisciplinarité et aussi l'hétérogénéité des sources favorise un autre discours vraiment sur la ville, et plusieurs discours même complémentaires. Et justement, il passe ensuite à l'étape de la restitution, de la mise en avant de toutes ces particularités que vous avez pointées, identifiées, de ce que vous évoquiez. Il y a une vie de quartier qu'on n'imagine pas. Comment vous allez pouvoir mettre en évidence ensuite ces éléments? Mais sur notre plateforme web, Paul prend beaucoup de temps et d'énergie pour développer une base de données relationnelle dont tu peux peut-être nous parler. Oui, alors moi, mon versant technique pour en fait arriver du corpus de recherche à un vrai outil et une vraie manière en fait de percevoir le quartier, de voir concrètement tout ce que nous, pour l'instant, on en est encore au stade d'imaginer en fait. C'est ce à quoi je passe mes journées. L'idée en fait c'est vraiment de partir de ce qui est à la base des corpus qui sont plutôt des corpus comme je l'ai déjà dit, de recherche, c'est-à-dire un corpus du coup de recherche iconographique, un corpus qui est plutôt cartographique avec toutes les informations qui ont été du coup produites, toute l'information spatiale qui était produite dans un SIG. Et le troisième corpus qu'on a, c'est aussi du coup un corpus de bottins et annuaires qui ont été ossérisés, c'est-à-dire qu'en fait on a extrait une couche de texte. Ça a été fait par Isabella Di Leonardo, la prédécesseuse de ma voisine, et qui du coup en fait qui crée une base de données de personnes qui ont, un tableur géant en fait de personnes qui ont travaillé dans le quartier. Et l'idée en fait c'est que là on a un peu 3 silos, 3 points de vue, 3 regards sur une même réalité bâtie, et que du coup ce qu'on veut faire, ce qu'on essaie de faire, et ce que déjà en fait le travail de recherche à la main disons fait, c'est en fait de créer des croisements entre tout ça. Et du coup moi j'interviens pour essayer d'expliciter ces croisements et pour créer des jonctions entre tout ça. Donc d'un point de vue technique, sans rentrer trop dans le détail pour ne pas donner de migraine, le principe c'est en fait de prendre ces 3 tableurs, disons, ces 3 sources de données, et de les croiser à l'intérieur de ce qu'on appelle une base de données relationnelle. L'idée d'une base de données relationnelle, c'est qu'en fait on prend des tableurs et on les éclate en plein de tout petits tableurs qui sont en fait autant d'objets ou de points de vue dans la base de données. Par exemple, on aura d'un côté l'iconographie, de l'autre côté la cartographie, donc la donnée purement spatiale. Ensuite, on aura d'autres tableurs qui serviront du coup à représenter les thèmes, les entités nommées. Est-ce que j'oublie des choses? Oui, j'en oublie. Au final, il y a 23 trucs différents. Et donc du coup en fait l'idée là c'est que comme on représente de la donnée complexe et un fait social complexe en fait, c'est-à-dire le véhicule urbain, on va éclater ça en plein de petits objets qui se font référence les uns aux autres et à travers lesquels on peut voyager. On peut passer de l'iconographie à la cartographie, on peut passer de la thématique aux images, aux lieux associés à ces images. Et du coup en fait l'idée c'est un peu de restituer ce travail là mental qu'on doit faire, parce qu'en fait de base, quand on travaille sur de l'iconographie, on s'intéresse à où sont les images. Quand on travaille sur de la carte, on s'intéresse à quoi ça ressemble au-delà du plan 2D, en fait. À quoi ça ressemble le bâtiment, comment est-ce qu'il est utilisé, comment est-ce qu'on y réfléchit. Donc voilà, c'est un peu ce travail de transition-là que moi je fais. Et du coup, là, on arrive à ce qu'on appelle une base de données relationnelle, qui est en fait un truc technique, un peu difficile à utiliser. Et à partir de ça, on arrivera, c'est-à-dire à une plateforme web qui en fait est une sorte de présentation pour utilisateurs et utilisatrices de différents niveaux techniques des données qui sont contenues là-dedans. Et là, du coup, l'idée, ce sera dans cette plateforme d'avoir différents outils de visualisation et d'exploration d'informations. Un gros truc, ça va être la carte. Puisque en fait c'est un peu un de nos gros points d'entrée. Un autre, ce sera le modèle 3D. Et du coup voilà, il y aura quoi et du coup il y aura la possibilité d'explorer ces corpus et d'explorer en fait toutes les relations qui pour l'instant existent surtout dans nos têtes entre ces différents corpus. Oui.
il y aura les types d'hubs, il y aura beaucoup de choses. Donc je crois qu'une de ces images-là montre la base de données, donc si vous voyez plein de petits rectangles avec des flèches entre eux, c'est ça. Et Paul aussi essaye on essaie de penser ensemble même le design de la plateforme, la manière dont on va y entrer, dont on va y naviguer. On essaie vraiment de penser à ça et de faire en sorte que la plateforme et sa conception accompagnent le discours scientifique elle-même, enfin, comme si c'était elle-même un champ de recherche à part entière. Donc il y a vraiment une sorte de travail manuel. Voilà, donc l'idée en fait c'est de réussir. En fait, l'idée, c'est qu'un site internet, c'est pas juste une manière de présenter de la donnée. Un site internet, c'est en fait une sorte de structure ou un média pour développer un discours via la donnée, via l'éditorialisation, le texte et le regard scientifique de Charlotte, via les outils de visualisation dont j'ai parlé, et via aussi les questions de design graphique, qui est un truc qui nous intéresse déjà à titre personnel, et légèrement qui commence un peu à travailler dans les humanités numériques avec un projet comme Design SHS, qui travaille sur le laboratoire de graphique de Bertin à l'EHESS, qui commence aussi à travailler sur ces questions-là. Donc voilà, en fait, c'est l'idée, c'est qu'on développe un média complexe qui croise différentes approches et on essaye de voir qu'est-ce qu'on pourra dire sur le quartier à partir de là. Et un élément qui m'a frappé, c'est que dans tous ces matériaux que vous récoltez, que vous avez par les différentes collections, le point fondamental, c'est surtout d'éviter le stockage et d'être dans le partage de données. Comment réagissent les institutions avec lesquelles vous travaillez ? Voilà, alors, justement, le projet s'insère aussi, en fait, dans une tendance qui vient, en fait, du monde du patrimoine. Et en fait, c'est un peu la colonne vertébrale technique, du coup, de la manière dont on va diffuser ces informations-là. C'est quelque chose qu'on appelle le 3IF, donc Image Interoperability Framework. Donc c'est à la fois une initiative technique et une tendance qui vient des musées, des librairies, des archives, enfin c'est-à-dire des bibliothèques, des archives et des bibliothèques. Je me suis répété pour justement trouver des moyens en fait de partager le patrimoine numérisé et le patrimoine iconographique, enfin c'est-à-dire iconographique, numérisé. Donc en fait, ce 3IF, comme on l'appelle, il vise à développer des manières standardisées d'accéder à l'information, de décrire et de décrire des images, et du coup, l'objectif final, c'est de garantir en fait la traçabilité de la source. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, nous, on aura un site qui va agréger des collections de plein de bibliothèques, mais qu'en fait, on aura toujours, grâce à ce 3IF, on aura toujours en fait des renvois vers les institutions qui conservent la source, qui conservent la ressource iconographique. L'idée en fait c'est que on garde la trace vers l'institution productrice et on évite de multiplier le stockage. Donc c'est aussi une initiative qui, en plus de permettre d'accéder à des images qui sont très bien documentées, s'inscrit un peu dans des réflexions autour de tout ce qui est l'écologie numérique, limiter le stockage de données, la massification des données, etc. Et pour finir sur le 3IF, dont on pourrait dire beaucoup de choses, c'est super parce que c'est aussi une manière pour différentes institutions de se parler et de parler de patrimoine numérisé. Parce qu'il y a aussi une conférence et tout un réseau d'acteurs et d'actrices qui en parlent et qui réunit en fait vraiment des acteurs de tous les milieux pour réfléchir à cette question commune. Voilà. Peut-être sur ce point de partage de collection, Elsa, tu veux nous apporter ton regard Oui, je pense que Paul a dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que le fait de pouvoir comme ça, entre institutions, alors à un niveau national, mais également au plan international, pouvoir adhérer à ces principes qui permettent à des projets ou à des institutions d'aller chercher dans des bibliothèques numériques des images pour les mettre en conversation, je dirais, avec d'autres, nous permettent de démultiplier les possibilités de bibliothèques. Charlotte a parlé de bibliothèque mentale tout à l'heure, et c'est vrai que c'est cette idée de bibliothèque, disons, invisible, parce qu'elles ne sont pas matérialisées dans une institution, mais parce que finalement, elles vont faire fond, avec les deux orthographes, je dirais, pratiquement, sur des collections qui se trouvent un peu partout en France. Là, elles sont localisées en France, mais pas seulement. Vous avez parlé du British Museum aussi tout à l'heure. Donc, dans le monde, potentiellement,
ça nous ouvre la possibilité de développer une nouvelle bibliothèque tout à fait unique, qui n'existait pas auparavant, et qui, en l'occurrence, ce qui me frappe dans la présentation qui a été faite, qui fait exister un objet. Parce que j'ai été frappée de ce qu'a dit Charlotte tout à l'heure. Elle a dit « qu'est-ce qui fait quartier ?» Mais finalement, est-ce que même, excusez-moi de déconstruire jusqu'au bout, mais est-ce que même il existe un quartier Richelieu avant que vous le localisiez, vous ? Ça, c'est that is the question. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, voilà, cet objet-là, il existe aussi parce qu'il a été nommé par vous, encore une entité nommée, et parce qu'il a été qualifié par vous par autant, je dirais, d'accidents, pour reprendre un terme aristotélicien, qu'il y a d'images que vous allez agréger. Le terme d'agrégat, il me plaît aussi, que vous allez agréger dans cette bibliothèque nouvelle. Là, excusez-moi, je paraphrase un peu ce que dit William Marx dans ses cycles de conférences du Collège de France, parce que je trouve que c'est extrêmement stimulant ce qu'il nous dit sur les bibliothèques invisibles, qui peuvent être propres, qui peuvent être des bibliothèques individuelles. D'une certaine manière, là, vous faites accéder à une dimension collective, quelque chose qui relève aussi de la sensibilité de chacun. C'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins traîné, flâné, comme dit Benjamin, dans les rues de Paris, et notamment dans ce quartier-là, et on a tous un imaginaire du quartier. Mais il existe aussi des bibliothèques collectives, et là vous, d'une certaine manière, vous l'enrichissez, la bibliothèque collective du quartier Richelieu. Vous participez de ce que Roger Caillois appelle dans Paris mythe moderne, déjà, c'est programmatique en soi, un titre pareil, une atmosphère mentale collective. Vous restituez quelque chose comme ça qui donne et qui qualifie l'identité du quartier Richelieu. Et c'est vrai que je trouve que c'est un projet modèle parce que, et Charlotte a bien dit que l'idée c'est qu'il soit transposable, qu'il fasse une preuve de concept pour autre chose, parce que la méthodologie qu'il déploie, y compris dans ces aspects un peu rhizomatiques qui consistent à mettre en lien des choses les unes avec les autres grâce à la base de données relationnelle. Et ce côté infini, d'une certaine manière, c'est comme une toile d'araignée qui pousse, et on pourrait imaginer, et c'est ce qu'a dit Charlotte, et on aimerait d'ailleurs qu'au-delà du projet tel qu'il va être présenté au public en novembre, on puisse avoir des nouvelles perspectives d'agréger des nouvelles chaînes de données, de la littérature en particulier. Là, je crois que c'est vrai que quand on lit le Baudelaire de Benjamin, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Ah là, oh là !» Quand Benjamin cite un genre littéraire un peu populaire qui s'appelle les physiologies, par exemple, on a envie de faire dialoguer ça avec ce que vous présentez là, ce qui défile. Mais au-delà de ça, le caractère transposable, exportable, la preuve de concept, c'est aussi, et c'est ce qu'on a envie de faire avec des partenaires comme l'Université d'Ouran, qui est un partenaire de l'École des Chartes depuis 2019, et qui développe tout un lab de patrimoine numérique avec la numérisation 3D d'objets de collection, alors en particulier de collections chinoises, mais qui se trouvent dispersées. Là encore, l'idée de réunir dans une même bibliothèque les images 3D avec toute la connaissance qui les accompagne d'objets qui se trouvent dispersés dans des collections partout dans le monde, il me semble que ça participe de la même chose. Et si on peut contribuer à tisser des liens et à se servir de ces langages, de ces philosophies communes de partage des données patrimoniales, des données enrichies, comme vous l'avez bien dit, pour justement faire progresser la connaissance des collections, la connaissance des objets du patrimoine d'un bout à l'autre de la planète, là, il me semble d'une certaine manière, qu'on contribue à développer un nouveau langage, une nouvelle forme d'interculturalité, et qu'on en a tellement besoin aujourd'hui de cette forme d'interculturalité-là. On en a tellement besoin parce qu'on s'aperçoit que il existe des logiques de silos, des collections nationales, et c'est très bien, et elles ont toute vocation à exister, mais que si on veut produire de la connaissance nouvelle sur ces objets, il faut se saisir de ces moyens, de ces protocoles, de ces langages universels qui non seulement nous permettent de pérenniser des données patrimoniales, mais aussi de les exporter
de les partager en se saisissant de tous les objets numériques et de tous les outils numériques à disposition. Par exemple, avec Wuhan, tu citais ce lab numérique qui est en place. Quels sont les... Wuhan, c'est une ville qui a été une ville de concessions étrangères, c'est une ville importante sur le Yangtze. Quels ont été les critères, les premiers critères d'intérêt pour partager ces connaissances? Qu'est-ce qui motive vos interlocuteurs de Wuhan? Alors, souvent, c'est des relations interpersonnelles qui sont à l'origine des rencontres. Il se trouve que, au sein de la faculté des sciences de l'information de l'université de Wuhan, un des profs, ce qu'on appelle les profs ordinaires, une des professeurs éminentes de cette faculté, qui travaille en particulier sur le domaine du patrimoine archive. C'est une docteure, encore une chartiste, c'est une docteure de l'École nationale des chartes. C'est le professeur Yuje Wang. Professeur Wang, donc Yuje, c'est son prénom, et je la salue. Si elle a l'occasion de voir cette vidéo ou de la revoir, eh bien, de la voir ex post, voilà, je pense qu'elle sera contente qu'on parle de ce partenariat. Et donc, sa qualité de docteur, donc d'alumna de l'École des chartes, sa spécialité, son poste, ses fonctions et ses responsabilités au sein de l'université de Wuhan ont fait que dès 2019, nous avons conclu un accord cadre donc, entre l'École nationale des chartes et l'université de Wuhan, un accord cadre donc, avec toute l'université, mais qui comprenait en particulier des projets de développement, de mobilité d'études et aussi de projets de recherche, de publication entre nos deux communautés. Et depuis, d'autres jalons sont venus s'ajouter à cette première signature, ce moment initial de la signature de la Convention en 2019. Donc il a fallu évidemment passer une certaine période sur laquelle on ne va pas revenir. Mais ensuite, le lancement notamment d'un centre franco-chinois qui s'appelle Patrimoine et culture digitale, donc qui est précisément qui nous réunit autour de notre intérêt à partager de la méthodologie, aussi des objets, bien sûr, des objets numériques justement, mais surtout de la méthodologie et de la connaissance en matière d'humanité numérique appliquée à la valorisation, à la compréhension des objets du patrimoine. Et il se trouve qu'en novembre, voilà, j'y suis allée visiter ce lab parce qu'au-delà de ce centre franco-chinois qu'on a monté et qui a pu organiser quelques séminaires en ligne, on a pu se déplacer aussi, aller faire quelques interventions, quelques conférences avec une petite délégation de l'école en novembre dernier à Wuhan, à l'université. Et ça nous a donné l'occasion de visiter, de voir ce qui avait été réalisé, ce qui avait été réalisé, ce qui était en cours de réalisation au sein de ce fameux laboratoire de patrimoine et culture digitale. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, fascinant de voir comment sont implémentées des bases de données avec des objets qui sont numérisés en 3 dimensions. Ça permet de les faire tourner. Comme je le disais, ils viennent de partout, de collections américaines, chinoises, etc. Et ils sont accompagnés d'un certain nombre de descripteurs. Et c'est vrai qu'on voit tout l'intérêt, tout le potentiel d'une base comme celle-ci, la façon dont elle pourrait interopérer, hein, le mot a été cité tout à l'heure, dont elle pourrait être mise en relation avec des homologues, des bases homologues de collections françaises qui pourraient, ces objets numériques, ces bibliothèques numériques pourraient trouver à s'enrichir mutuellement. Et
à condition évidemment qu'elles puissent se parler techniquement, hein, c'est tout ce que nos jeunes collègues ont présenté là. Donc on voit tout l'intérêt d'enrichissement mutuel de bases comme celle-ci, et c'est pour ça qu'on a envie de continuer et de voir comment justement on peut continuer de partager à la fois ces méthodes, ces outils et ces connaissances avec nos partenaires chinois. On le voit, on les entend, ce qui est un des fils directeurs de vos travaux, c'est cette vision plurielle, sociétale beaucoup, mais avec un éclairage également économique, découvrir des métiers qu'on a oubliés, dont on ne savait pas qu'ils étaient si importants, voir aussi comment la ville est représentée. On le voit à travers toutes les petites images de mode que vous avez sélectionnées et qui sont présentes dans les collections. Est-ce que il y a la même vision sociétale, on pourrait dire, qui est partagée avec vos interlocuteurs et partenaires à Wuhan? Alors, ça c'est une colle. Parce que ce que j'ai vu de ce qui était développé aujourd'hui par le laboratoire est centré sur les objets patrimoniaux et sur leur matérialité. Paradoxalement, tu vas me dire, puisque c'est des images numériques, mais c'est vraiment comprendre les objets, pouvoir les tracer, pouvoir les décrire, et puis se servir des bases numériques aussi pour pouvoir observer, et ça c'est une autre finalité de la numérisation du patrimoine, pouvoir observer l'évolution de l'état physique des objets, qu'il s'agisse d'ailleurs d'objets mobiliers, mais aussi d'objets immobiliers. Par exemple, une numérisation 3D et avec une granulométrie extrêmement fine de la Grande Muraille permet à la pierre près de suivre, en confrontant les images sur une période donnée, de suivre certains types de dégradations qui peuvent menacer telle partie de l'édifice. Donc il y a aussi ces applications-là, hein, dans ce qu'on fait lorsqu'on numérise le patrimoine. Il y a comprendre, contextualiser, donc réunir un maximum à travers la pêche à des sources diverses, réunir un maximum d'informations sur l'objet, parce qu'elles permettent aussi, ces informations, de comprendre et d'anticiper des phénomènes de dégradation, et donc, in fine, de conserver le patrimoine réel, le patrimoine matériel. C'est là qu'on peut opérer un retour, d'une certaine manière, du patrimoine virtualisé, du patrimoine numérisé, vers le patrimoine réel. Et une question aussi par rapport, parce que vous nous avez dit à quel point ce projet était pilote, comment il est reçu en France par les organismes, qui soient privés ou publics, avec lesquels vous travaillez? Est-ce que ça correspondait à leurs attentes? Est-ce que ça a ouvert des voies qui leur donnent envie d'aller plus loin? Quels sont les premiers résultats, les premières réactions par rapport aux attendus du projet? Alors, comme on l'a pas fini, à vrai dire, elles sont pas. Là, tout le monde est en haleine. On est plutôt dans un moment on sent une petite pression de l'attente, puisqu'on l'a beaucoup vendu, on en a beaucoup parlé du projet. C'est vrai qu'on a, depuis que j'avais repris la direction, on a pris le parti d'aller dans beaucoup d'endroits pour en discuter, intervenir dans beaucoup de séminaires, justement pour répondre à cette pluridisciplinarité aussi. On a été avec Paul dans beaucoup de colloques, de journées d'études, de conférences. Dès qu'on nous invite, on vient en général. Jeudi prochain, on parle au GTSO des données, de la science ouverte, par exemple, webinaire. Et je ne sais pas ce que ça veut dire, GTSO. La science ouverte. Oui, voilà, c'est le groupe de travail sciences ouvertes. Bon, voilà. Groupe de travail de sciences ouvertes, voilà, exactement. GTSO, groupe de travail des sciences ouvertes, groupe Couperin. Vous connaissez, bon. Voilà, donc c'est très aimable, ils nous ont invités, donc on est ravis de présenter. On va parler de séminaire de DHAI, Digital Humanities, je suppose, de l'ENS. Digital Humanities and Artificial Intelligence.
Et c'est là que se pose une grande question, c'est où trouver le point de rencontre et l'équilibre entre beaucoup communiquer, écrire des articles et être vraiment dans la production. Donc on essaie toujours de faire les deux parce qu'on estime que comme on travaille sur des sources libres, dans des institutions publiques, avec des financements publics, il y a aussi je sais que ça m'arrive parfois de faire des visites guidées, des conférences grand public aussi du quartier parce que ça fait partie pour moi de cette diffusion aussi un peu du savoir et du patrimoine et en même temps en parallèle écrire des articles beaucoup plus scientifiques pour des revues très spécialisées. On essaie vraiment d'aller de l'un à l'autre. Et en ce qui est des retours, écoutez, j'ai l'impression que vu qu'on a nos appels à projets fonctionnent à chaque fois, donc je suppose que ça doit susciter l'intérêt. Et ensuite, on est vraiment, avec Paul, en train de se focaliser sur le rendu de la phase actuelle. Et c'est pour ça que j'ai souhaité mettre, entre guillemets, au moins une virgule dans le projet, pas forcément un point d'arrêt, mais pour dire que là, il fallait, à un moment donné, c'est comme dans un travail de recherche universitaire, une thèse, il faut savoir se dire que là, il faut rendre quelque chose, et ensuite, on verra. Mais déjà, oui, on va essayer assez pointilleux, on a envie de rendre quelque chose d'assez achevé. Tu veux ajouter quelques points, Elsa, sur les suites ? Oui, juste les perspectives qui sont ouvertes, parce que, donc vous avez compris, il y a une conférence qui va avoir lieu en novembre, qui va permettre de présenter cet énorme travail à travers sa matérialisation sous la forme de la base et de l'application web, mais ça ouvre en fait beaucoup plus de voies que ça n'enferme, puisque la base va permettre à des chercheurs de connaître ce corpus et de l'aborder par tout un tas de chemins et puis de cheminer à l'intérieur de cette nébuleuse de documents, avec en plus toute la valeur ajoutée que les chercheurs y ont ajoutée, justement, enfin, toute cette connaissance sur les objets, sur les œuvres. Et puis, nous, maintenant, il nous appartient, je dis nous, établissement, d'assurer une vie du projet après le projet et d'en chercher les moyens, bien sûr, parce que c'est toujours comme ça, un projet, il est financé pour une certaine durée, puis ensuite il faut trouver, si on veut lui donner un opus 2, des nouveaux financements, et c'est bien ce qui nous occupe en ce moment. Enfin, en partie, et donc donner une nouvelle vie. Pourquoi ? Pour, comme on le disait, ajouter des données qui n'y sont pas aujourd'hui. Voilà, on a évoqué quelques pistes tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Éventuellement agréger des nouvelles parcelles, des nouveaux lieux périphériques. Agrandir, c'est pas très beau l'image, mais un peu comme une tache d'huile finalement, notre quartier Richelieu, grignoter d'autres quartiers à côté. Et puis aussi assurer à ce projet des développements, par exemple du côté du grand public, des développements qui peuvent être, c'est pas un gros mot, mais des développements touristiques sous la forme même d'applications pour les smartphones qui permettront à un public de flâneurs, encore une fois, de touristes, de promeneurs qui veulent en savoir plus par différents systèmes de QR code ou autres, de pouvoir avoir accès à au moins une part de la connaissance qui a été constituée dans le cadre du projet lorsqu'il se trouve devant un bâtiment, dans une rue, etc. Des développements qui participent eux aussi de la valorisation, mais d'une valorisation scientifique sous la forme d'une petite collection qu'on imaginait, qu'on pourrait pousser dans le cadre de ce projet, une collection de livres qui donnent des accès à toutes ces thématiques que Charlotte évoquait tout à l'heure, et puis des développements qui peuvent être des développements de nature pédagogique, comment impliquer nos jeunes communautés, dont vous faisiez partie il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, les uns et les autres, comment les embarquer justement, les étudiants, les doctorants, dans le projet en leur permettant de s'approprier les corpus et d'en faire quelque chose de nouveau, de produire eux aussi de la connaissance à partir de ça. Et puis enfin, on peut imaginer aussi une utilisation
là aussi ça paraît parfois un gros mot, mais politique ou institutionnelle du projet, c'est-à-dire qu'on a aussi l'ambition que ça serve aux décideurs, que ça serve par exemple à la mairie de Paris pour mieux comprendre les modifications urbaines de tel ou tel quartier, et on espère pouvoir développer dans ce sens des partenariats avec nos édiles. Voilà. C'est un petit appel du pied, hein, vous l'aurez compris. Est-ce qu'il y a des mécènes dans la salle? Justement, dans la salle, on a abordé beaucoup de sujets. Profitez d'avoir la parole, si vous le voulez. Si vous avez des questions que vous souhaitez poser, des approfondissements que vous aimeriez avoir. Bonjour, je voulais juste vérifier, est-ce qu'à terme, ça irait jusque justement aujourd'hui, toute cette matérialisation, enfin cette projection, on pourrait vraiment aller jusqu'à de nos jours? Comme on travaille sur les sources qui sont dans les institutions, dans les fonds, généralement, pour les questions de droits d'auteur, etc., ça s'arrête là dans les années 40-50. On n'a pas tellement. Enfin, si ça arrive qu'on ait des dessins des années 1980-90, on en a un ou deux qu'on a, dans le doute, quand même agrégés dans notre base de données. Mais a priori, l'idée, ça serait peut-être plutôt d'aller plus loin, plutôt remonter avant ou début 18e, voire. Mais en fait, finalement, on ne s'est jamais restreint. C'est-à-dire que quand j'avais une ou deux images qui étaient hors des bornes, je les ai quand même prises. Et donc là, ça faudrait changer de logique. C'est-à-dire que ça ne serait plus forcément les fonds des collections qu'on a choisis pour l'instant, mais ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt ouvrir vers d'autres institutions. C'est-à-dire qu'on n'a pas fouillé les bases de données de tous les musées qui existent. On pourrait, je sais pas, le mettre à plein de choses aussi, je crois. Enfin, on pourrait aller plus loin, plutôt dans l'ouverture des bases, plutôt que dans le temps. Puis aujourd'hui, la production d'images, elle est quasiment infinie, en fait. Parce qu'on pourrait faire aussi un projet entier sur comment est-ce que le quartier est représenté, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui serait super intéressant, mais c'est encore on arrive en fait à un truc qui est complètement interminable, puisqu'on produit de plus en plus d'images. Donc voilà. Alors j'ai une question, je profite d'avoir un micro en main. Qu'est-ce qu'il en est sur ces travaux justement de croisement de données, de sciences ouvertes, de travail sur des collections publiques dans les autres pays? Comme vous indiquiez, être présent dans beaucoup de conférences, je me dis c'est souvent l'occasion. Et comment alors il se passe beaucoup de choses, pour citer. Non, mais ne serait-ce que par exemple 3IF, tous les ans il y a une conférence qui est dans le monde entier et qui du coup réunit des acteurs et actrices du monde entier. Mais plus précisément peut-être, on a parlé du Paris Time Machine, maintenant projet Time Machine. En fait c'est quelque chose qui a lieu dans plein de villes d'Europe, et maintenant même en dehors d'Europe ça commence à se développer aussi, et c'est né à Venise. Donc voilà, il y a un peu une communauté sur les rapports entre géohistoire, numérique, sciences ouvertes. Il y a un peu cette communauté-là qui se crée, qui se développe et qui se parle parfois aussi. Voilà. Il y avait eu... Vas-y. Oui, il y a un certain nombre de projets, moi en tout cas, par exemple tout ce qui était aspect 3D et spatialisation des sources iconographiques, un certain nombre de projets en Allemagne qui ont été réalisés, mais à Venise aussi. En fait, il y a beaucoup d'approches différentes. Et on a plutôt l'impression que pour l'instant, il y a une multiplication des développements méthodologiques. Et puis après, je pense que petit à petit, il va y avoir une convergence peut-être vers certaines solutions ou non. Mais pareil, aux Pays-Bas, il y a eu des restitutions 3D de villes, etc. Voilà, c'est vraiment des domaines en fait, qui sont aussi très, très pluridisciplinaires. Et donc c'est ça aussi l'enjeu peut-être de la recherche en sciences humaines et en humanité numérique en particulier maintenant, c'est de mettre en communication différentes techniques qui ont été développées. Donc c'est en particulier le cas pour toutes des méthodes de photogrammétrie, etc., qui sont plutôt des méthodes mathématiques, optiques, etc., mais qui peuvent être aussi appliquées dans ces domaines-là.
Et cette mise en commun de normes, est-ce qu'elle se fait pour le partage justement des images? Est-ce qu'elle se fait facilement? Enfin, on se rappelle au départ comment chaque marque de téléphone avait son propre type de sortie pour des chargeurs. Je prends des exemples qui sont pas si anciens, mais c'était un peu la croix et la bannière pour éviter ce type de concurrence sur des produits. Donc j'applique ça un peu naïvement sans doute et bêtement au travail que vous menez, qui est bien plus scientifique. Ça pose des problèmes de partager des critères communs? Non, justement, c'est Est-ce que mon micro marche? Oui. Non, justement, c'est une super bonne analogie, le téléphone, parce que c'est un peu exactement ça qui se... Non, il marche pas. Ah, oui. Alors là, c'est bon? Oui. Du coup, le micro ne marchait pas. Oui, non, justement, c'est une super bonne analogie, les téléphones, parce que c'est un peu ça, j'ai l'impression, qui se passe avec progressivement. En fait, d'abord, on produit énormément de choses, et même en fait, avec Internet dans l'ensemble, en fait, et tout le numérique, en fait, d'abord, on produit énormément de choses avec nos propres méthodes, et puis ensuite, on commence à communiquer et à voir en fait comment est-ce qu'on va pouvoir commencer à mettre en commun. Et là, c'est de plus en plus une question qui est en train d'être abordée par justement la recherche, mais surtout beaucoup les institutions patrimoniales. Ce qui est difficile aussi avec les projets, c'est qu'au vu de leur durée et du temps qu'on peut passer à travailler dessus, souvent il y a des pistes qui sont lancées. Et le problème, effectivement, après, c'est tout l'enjeu de la poursuite du projet. Donc, en fait, finalement, beaucoup des développements méthodologiques qui pourraient avoir lieu autour de certains projets n'ont pas forcément été réalisés, ou en tout cas, on a un début, on a des débuts de pistes, et tout l'enjeu, en fait, c'est de les rendre visibles, réutilisables, réemployables. Tous ces enjeux-là sont très très importants, et malheureusement aujourd'hui c'est pas forcément évident d'aller récupérer en fait ce qu'une autre équipe a fait autour de tel ou tel sujet, quoi. Ça, je me permets de rebondir là-dessus parce que ça, je pense que c'est vraiment un credo qui est commun à l'ensemble des partenaires qui se sont réunis pour ce projet Histoire du quartier Richelieu, c'est d'assurer la vie du projet après le projet. C'est-à-dire faire en sorte que toutes les données soient collectées, traitées, exposées de manière à être trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que quoi qu'il advienne de l'environnement numérique dans lequel elle se trouve à un moment donné, toutes ces données-là, avec ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire toutes les informations qui sont réunies pour les qualifier, pour les décrire de toutes les manières possibles, et donc bien les sourcer, eh bien, elles resteront. Elles deviendront un patrimoine, elles aussi. Et nous disposons aujourd'hui quand même, les institutions comme les nôtres, enfin patrimoniales ou l'enseignement supérieur, la recherche, disposent d'outils pour faire ça, disposent d'outils pour assurer cette pérennisation des données, pour les patrimonialiser. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous l'avez dit Charlotte, il y a la très grande infrastructure de recherche qui s'appelle Humanum, comme Humanité numérique, qui assure des fonctions comme ça, d'abord de stockage, quand le projet, quand les données elles vivent, elles sont échangées, etc. Et puis ensuite, à terme, avec des tiers archiveurs, carrément, d'archivage, comme on archive des vieux papiers, mais c'est des protocoles un peu différents, mais c'est pareil. Donc il faut aussi songer à ça, et on y songe. Et de cette façon-là, je pense qu'on est quand même en train d'évoluer vers des espaces institutionnels où cette question de faire vivre les choses après la fin du mode projet, eh bien c'est dans le viseur, quoi. C'est pris en compte. Faire vivre après le projet. On vous propose de faire un jeu vidéo sur le quartier Richelieu. Vous prenez ? Oui, le prochain Assassin's Creed sera... Alors, la Révolution a déjà été faite, c'est dommage, c'est ma part de prédilection, mais on pourrait en faire un sur le Premier Empire, par exemple, pourquoi pas. Ou la Monarchie de Juillet, avec tous nos artistes littéraires, on a plein d'idées. Oui, voilà, bien sûr. On pourrait même faire un jeu vidéo sur Zola, à partir des œuvres de Zola. Enfin, il y a plein de choses possibles. Partenariat. Est-ce qu'on veut travailler avec Ubisoft ? Je ne sais pas, mais peut-être. Peut-être pas. Là aussi, c'est un appel du pied, vous avez compris.
Est-ce qu'il y a des questions que vous auriez envie, vous, de poser au public en vous disant, ben voilà, on a là des personnes qui entendent peut-être pour la première fois parler de numérisation du patrimoine, de partage de collections, d'open data, etc. Est-ce que vous avez envie de profiter d'avoir un public captif pour leur poser des questions ? Est-ce que vous pourrez aller sur notre site, s'il vous plaît, montrer que ce qu'on fait est utile? Oui, alors, oui, il existera bientôt. Des questions, oui. Alors en fait, on pourrait en poser 50 000. Et par exemple, ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui intéresse dans la ville. Quand on s'intéresse à un quartier, finalement, qu'est-ce qui intéresse? On s'est rendu compte, nous, en faisant notre projet, qu'on avait tous un regard différent sur les images. Même quand on tag, quand on donne des entités nommées, on ne donne pas les mêmes. Et bon, du coup, c'est un petit peu moi qui orientais parce que il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui oriente un peu plus. Mais c'est des discussions constantes, parfois des discussions plus ou moins houleuses selon les moments, où chacun défend un peu son point de vue. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de faire une sorte d'étude plus large de qui dirait quoi sur quel document, pour faire une sorte d'atelier, pour être. Enfin voilà. Donc il y aurait ça plutôt. Qu'est-ce qui intrigue dans un quartier? Qu'est-ce qu'on aurait envie de voir sur un site comme ça aussi, peut-être? Je ne sais pas si Paul, tu as une question aussi. Alors non, parce que j'ai pas envie de posséder d'école, mais non, peut-être justement si on ne connaît pas du tout ce que c'est que les humanités numériques, et en venant en fait en fonction du titre du projet, est-ce que ça correspond plus ou moins à vos attentes en fait, ou pas du tout, parce que dans ce cas-là, ça nous ouvre des nouvelles pistes et une suite du projet qui sera fort intéressante. On attendait surtout de découvrir ce que vous alliez nous dire, parce que le titre était presque énigmatique. Donc, c'est ça. Donc, tout l'intérêt de vous écouter, c'est de comprendre un peu de votre démarche. Et peut-être que vous, ça vous donne envie d'écrire l'histoire du quartier, ça vous donne envie d'établir un certain nombre de liens à voir avec la sociologie du quartier, comme l'urbanisme, enfin tout un tas de sujets qui vont intéresser forcément le public qui va aller sur votre site. C'est vrai que, par exemple, moi qui suis vraiment à l'origine d'une historienne de l'architecture et de l'art, je me suis découvert l'histoire des sensibilités, l'histoire des mentalités, l'histoire sociale, etc. Et l'histoire littéraire m'a ouvert un champ des possibles. Je me suis rendu compte que, sans mauvais jeu de mots, que tout est nié. Enfin, voilà, et que c'était dommage d'être enfermé parfois dans un champ d'études trop précis, alors que c'est beaucoup plus enrichissant de réussir à s'ouvrir à tout ça. Et c'est pas tant le fait qu'on veut que dans notre site il y ait à boire et à manger, c'est pas tellement cette idée-là que plutôt montrer justement cette connexion et travailler cette interdisciplinarité qui est assez à la mode, entre guillemets. Enfin, on essaie de décloisonner un peu aussi les choses et d'ouvrir notre regard. C'est aussi stimulant intellectuellement pour un historien, une historienne d'aller vers, sortir un peu de sa zone de confort et d'aller essayer d'ouvrir vers d'autres disciplines et d'essayer d'appliquer ces autres disciplines et ces autres méthodes à son échantillonnage, à son corpus. Enfin, il y a des sortes de jeux de va-et-vient entre les approches qui est très intéressante. Et pour moi, ça compte que le public puisse y avoir accès et y trouver aussi un intérêt. C'est-à-dire que faire de la recherche pour soi, c'est bien, mais il faut... Enfin, voilà. Non, mais je pense que vous allez nourrir les imaginaires des gens. J'espère. Moi, j'ai une question au public. C'est vrai que la réponse va être sans doute un peu biaisée par tout ce qui passe depuis tout à l'heure, mais si vous fermez les yeux et qu'on vous dit quartier Richelieu, c'est quoi votre image mentale à chacun de vous? Allez, vous commencez, monsieur. Moi, je connais un peu le quartier Richelieu, mais c'est toujours référencé. C'est la BNF. Voilà, c'est ça l'image du quartier Richelieu. Pour moi, c'est la BNF, enfin, l'ex-BNF. Ils sont là depuis 1715, donc effectivement. Et encore avant, ils étaient dans l'hôtel Colbert. Donc c'est eux qui sont implantés depuis... même la Banque de France, c'est 1802 finalement. Donc c'est eux les... Bonjour. Moi, ce serait l'INP. Qui est dans la galerie Colbert, l'INP, l'Institut national du patrimoine, effectivement.
C'était aussi la BNF, mais aussi un peu tous les passages qu'il y a, les passages couverts, qui sont assez caractéristiques quand même du quartier. Et j'en profite juste pour poser une petite question. Depuis combien de temps vous travaillez sur le projet à date Moi Tous. Tous, Le projet, en fait, voilà. Combien de temps arrivée ça a pris pour arriver à ça? En février 2021, je suis arrivée, et pas à temps plein au début. Enfin bon, voilà, il y a eu un moment de prospection aussi, puisque la personne qui était avant moi, qui était restée là pendant quelques années, 2 ans peut-être, Isabella Di Leonardo, n'avait pas travaillé du tout sur les mêmes choses. En fait, elle avait travaillé uniquement sur les bottins et annuaires, donc travail très important. Elle avait aussi fait un peu, je crois, de cadastre, elle a travaillé sur les atlas, etc. Elle avait une approche un peu différente de la mienne, dont je me suis nourrie. Et après, je suis repartie vers autre chose. Donc il y avait déjà quand même, oui, le terrain avait été largement brossé par... C'était 2018, 18-19. Je sais qu'il y avait déjà eu des séminaires de rencontres de chercheurs qui avaient réfléchi au point d'intérêt du projet, et donc j'étais pas arrivée les mains vides. Au contraire, le travail d'Isabella était assez important. Oui, mon image mentale, oui, bon. Non, mais moi, c'est juste par rapport à ce que... Bon, on m'entend là? Bon, peut-être qu'il faudrait mieux pas, mais... Bref, non, moi, c'est l'image de tout à l'heure qui me marque, c'est l'ossature avec la rue de Richelieu. Du coup, je suis pas très forte en spécialisation, mais l'idée d'avoir une rue centrale et puis des boulevards d'une autre époque qui entourent le tout. Et du coup, pour moi, maintenant, je me demandais depuis longtemps ce que c'était, vu que j'avais déjà entendu un peu parler du projet. Et pour moi, c'est pas une image, c'est plutôt une superposition de temps, quoi, comme les cartes, et voilà. Oui, c'est vrai que c'est un quartier très concentré, donc il y a vraiment le Palais Brongniart, il y a la bibliothèque Richelieu, la rue Vivienne et donc le Palais Royal, donc c'est tout ça, c'est sur un espace très réduit au final. Et sinon, je voulais aussi répondre à votre question donc, sur ce qui pouvait intéresser dans la ville ou un quartier. Ce serait peut-être de retracer des vies, en fait. Quelqu'un qui est né ou pas dans le quartier, et puis voir son évolution dans le quartier en fonction des secteurs économiques et de tout ça. Et puis si vous pouvez ajouter des images, voire faire une vidéo ou un jeu vidéo. Enfin, après, bon, ça c'est... Oui, la question des parcours individuels, effectivement, on s'y était un peu intéressé, et c'est quelque chose qui n'est pas trop visible dans les images, mais plutôt de manière indirecte. Par exemple, on sait que Lautréamont, l'homme de lettres, l'écrivain Lautréamont, habitait rue Vivienne, et il y a des champs de Maldoror qui se passent dans la rue Vivienne, donc vraiment dans son environnement urbain direct. Il y a des parcours comme ça où on pourrait aussi faire. Je sais qu'il y a le Centre allemand d'histoire, et pas d'histoire de l'art, Centre allemand d'histoire, qui a travaillé à partir des bottins, je crois, allemands, des Allemands à Paris, dans le quartier, qui était très présent. Elle s'est amusée à faire une sorte de parcours immersif, un peu un Allemand qui viendrait se promener dans le quartier, où il pourrait aller que dans des commerces tenus par des Allemands. Donc elle retrace un peu sa journée. Mais du coup, là, c'est un parcours fictif. C'est pas quelqu'un qui a vraiment existé, mais il peut aller dans telle boulangerie, puis chez tel tailleur, puis chez tel coiffeur. Enfin, on peut s'amuser un petit peu avec cette matière, un peu une sorte de matière brute aussi, à proposer plein de choses différentes. Et après, si on a quand même tous nos acteurs, nos actrices sont nommés, on les voit, on connaît leurs lieux, nos photographes aussi. Enfin bon, on pourrait faire des parcours fictifs et nominatifs. Et c'est aussi un peu le potentiel des archives de presse qu'on n'avait pas abordé au cours du projet, mais qui ont aussi ce potentiel de... Voilà quoi, Oui, le bâtiment de l'agence France Presse, on a tous les plans d'ailleurs de transformation, d'évolution. Passionnant. Et oui, j'avais une autre question également. Donc, vous avez beaucoup parlé de la transformation des anciens hôtels privés en galeries, centres de commerce ou bâtiments mixtes. Et voilà, moi j'étais intéressé par les logiques commerciales qui... Bon, bien sûr, voilà, c'est la recherche du profit, évidemment, et la société qui évolue et donc de nouvelles possibilités. Mais vous avez parlé notamment que ça se passait parfois par des nationalisations. Oui, alors en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans un quartier où beaucoup d'hôtels particuliers ont été nationalisés sous la Révolution française, pendant la mise en place des biens nationaux entre 1789 et 92. Et ces hôtels nationalisés, où ont hébergé des activités pendant quelques temps, éphémères, et ensuite ont été rachetés par des sociétés privées, des groupes de spéculateurs, ou les démolissent pour percer des rues comme la rue des Colonnes, par exemple, ou qui vont les acheter pour y vivre, comme Marchou, le notaire Marchou, qui ensuite démolissent son propre hôtel pour construire la galerie Vivienne. Et en fait, c'est à chaque fois des histoires personnelles différentes,
mais toujours avec cette même approche de l'urbain qui est, on a une grande parcelle occupée par une personne, et on va totalement la reconfigurer et en faire un ensemble de commerces et d'habitations décuplés. Donc on densifie énormément la ville à cette époque. Et à l'inverse, on a parfois des grands hôtels particuliers qui fusionnent pour construire un grand magasin où là, du coup, on perd la notion d'habitat pour arriver juste dans la notion uniquement économique. Et pour vous répondre aussi, on sent que, comme c'est un quartier de passage, donc les passages couverts, certes, il y a une sorte de flux de population qui va du Palais Royal au Grand Boulevard, nord-sud, sud-nord, comme ça. C'est un lieu vraiment de promenade. Et construire des magasins sur les rives de ces rues très passantes, c'était forcément une bonne opération pour les commerçants, et c'est toujours des particuliers, comme les galeries d'ailleurs. Les galeries sont construites par des particuliers qui s'associent, des sociétés privées, des associations de commerçants, de spéculateurs, de financiers, et les magasins c'est pareil. C'est un commerçant qui a un grand magasin, ça se passe bien, il a sa boutique, et puis il fait du profit, il s'associe avec les commerçants voisins, il rachète l'hôtel particulier d'à côté, et ils construisent un énorme magasin qui souvent dure 10, 20, 30 ans et fait faillite. Enfin, voilà. Il y a plein d'histoires comme ça un peu personnelles, mais qui sont très liées à l'histoire économique de la ville et qui montrent une sorte de moment d'instantané de l'évolution de Paris qui est assez intéressante. D'accord, merci. Oui, pour moi, le quartier Richelieu, il y a 3 choses. PNF, le passage couvert et les restaurants japonais. Oui, du coup, je suis aussi très curieux que comment ce quartier s'évolue jusqu'à nos jours, comme la situation actuelle. Du coup, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des plans de prolonger ce projet en collaboration avec des sociologues ou des anthropologues pour découvrir l'évolution contemporaine, etc. Oui, alors c'est vrai que pour l'instant, comme il est porté par des institutions qui sont toutes plutôt histoire ou histoire de l'art, on est resté dans nos prérogatives histoire de l'art, mais ça n'empêche pas, bien sûr, après une évolution vers une autre phase, une nouvelle ouverture dans des domaines plus étendus. Et on peut imaginer d'agréger des nouveaux types de données sur un modèle comme celui-ci, qui seraient par exemple des témoignages oraux. On fait des archives orales en interviewant des gens qui sont des habitants par exemple d'un quartier, des personnes âgées par exemple, qui ont connu une évolution parfois pour les plus vieilles d'entre elles et qui auraient eu la chance de vivre toujours là, ou en tout cas d'avoir un bon souvenir, un souvenir précis du quartier à une certaine époque, voilà, leur laisser la parole. Enfin, les archives orales, c'est quelque chose maintenant d'assez pratiqué, de toujours assez codifié. C'est-à-dire qu'on prépare des questionnaires, on va voir les gens qui sont des témoins et on les interroge, plusieurs d'entre eux, pour approcher à travers une mémoire vivante qu'on va fixer de cette manière des évolutions qui souvent en fait échappent ou qui croisent, mais pas de manière complètement orthogonale, les autres types de sources qu'on a. Donc ça, c'est intéressant aussi de produire ces archives orales, de fixer un peu cette mémoire vivante-là. Je pense que ce qui est intéressant dans l'ensemble de vos remarques au sujet de l'évolution du quartier, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui a mentionné le palais de la Bourse, alors que c'était effectivement un des éléments phares du quartier à une certaine époque. Donc c'est clair que sa transformation aujourd'hui, je crois que c'est juste un centre de... il est en location, je pense. Oui, c'est loué. Oui, ça montre, ça a été sans doute assez important dans la transformation du quartier. Et je pense qu'un autre élément qu'on voit bien dans les images, c'est le passage à la voiture, qui a complètement bouleversé en fait, la pratique spatiale. On voit beaucoup moins de gens dans les rues. C'est intéressant avec les images anciennes de voir cette espèce de rue noire de monde en permanence. Enfin, en permanence peut-être pas, mais très très fréquentée en tout cas, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Oui, alors mon image du quartier, moi, j'ai l'image d'un quartier très dense et très vivant, surtout,
et où il y a beaucoup de milieux différents qui se côtoient, parce qu'on a à la fois le divertissement avec les théâtres, on a le milieu des affaires, la bourse, les commerces, les bistrots, des lieux de pouvoir aussi avec le Palais Royal. Donc c'est un peu un carrefour, quoi. Enfin, ouais, vraiment quelque chose de très central et qui rassemble beaucoup d'enjeux, quoi. Oui. Et d'ailleurs, c'est le quartier qui a été décrit à l'époque comme la capitale de Paris. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de textes, de guides, d'auteurs du début du 19e siècle qui dit que le centre topographique de Paris, c'est Châtelet, mais que le vrai centre, c'est le quartier de la rue Vivienne, même précisément la rue Vivienne, parce qu'on y trouve tout ce que vous venez de citer. En fait, justement, c'est un quartier assez représentatif de la ville moderne. Alors après, je me sens toujours un peu biaisée quand je dis ça, puisque du coup, j'ai la tête dans ce quartier, je le connais par cœur, mais du coup, je me dis peut-être que tu dis ça parce que tu n'as pas fait exactement la même étude pour tous les autres, et donc, est-ce que c'est vrai? Bon, voilà, il faut toujours nuancer. Mais en tout cas, il est assez représentatif. C'est pas le seul, bien sûr, mais pour la période qu'on a choisie, qu'on a sélectionnée, début 19e, même, il est clairement représentatif de quelque chose. Walter Benjamin aussi, il a dit ça. Paris, capitale du 19e siècle. Je suis ravie d'être dans la lignée de Walter Benjamin. Tu n'es pas toute seule. Merci de gonfler mon ego. Bonsoir, merci pour votre présentation. Je ne sais pas si j'ai une image très précise du quartier, par contre j'avais une question pour vous. Je vais rester un peu dans mon rôle de technique, mais est-ce que vous avez projeté un usage éventuellement qui permettrait de lier espace et histoire en projetant de la réalité augmentée ou je ne sais quoi, en se promenant, en bénéficiant justement de la modélisation et des documents qui sont mis dans la 3D, quoi, dans l'espace? Alors justement, c'est tout le travail de Colin donc je te laisse répondre, mais il y a quelque chose. Non, mais parce que c'est très intéressant. Oui, c'est un peu l'objectif de la modélisation, c'était d'exploiter justement les propriétés optiques des photographes, enfin des caméras, pour essayer de retrouver un espace 3D qui pourrait être donc abordé effectivement en réalité virtuelle éventuellement, et avoir une autre entrée en fait des images, donc de voir, oui, au travers d'une reconstruction, donc de refaire un modèle à partir des images qui permettent donc, en théorie, on peut essayer de reconstruire un bâtiment à partir de ces images, puisqu'on peut simuler une caméra et avec les propriétés optiques essayer de récupérer le bâti. Et donc oui, c'est effectivement dans les plans en théorie. Le problème, c'est qu'en fait, la reconstitution des caméras, à partir des images dont on dispose, on n'a aucun on sait rien en fait des appareils qui ont été utilisés pour les prendre. Et donc c'est un processus qui est un peu plus long que prévu. Et il faut faire un petit bout d'algorithmique que je n'ai pas encore commencé à faire pour essayer de réussir à bien croiser les différents documents et à essayer de récupérer une représentation 3D plutôt précise. Donc on n'en est pas encore là, mais c'est l'idée. Je précise ma question, merci. Je ne parlais pas de réalité virtuelle, vraiment augmentée. C'est-à-dire je me promène avec je sais pas, les nouvelles Google Glass, je ne sais quoi, qui sortiront dans 1, 2, 3, 5 ans. Et peut-être ça ne marchera jamais et ça sera nul, hein, mais si un jour ces outils existent, est-ce qu'on pourra je sais pas, se promener dans le quartier et puis voir la façade d'il y a X temps? J'ai fait un peu de réalité augmentée sur un autre projet et effectivement pour l'instant c'est trop sensible pour que ça fasse quoi que ce soit, mais oui c'est envisageable effectivement. Bon, après il faut faire attention aux voitures du coup quand on a un casque sur la tête, mais oui. C'est envisageable. Ce sera un travail de spécialisation encore différent, j'ai l'impression, parce que ça prendra en compte la hauteur du point de vue, etc. Non, je sais pas. Ouais, en fait, avec la réalité augmentée, si tu es obligé du coup d'ajuster ton image, l'image qui est projetée sur l'écran, au contexte dans lequel la personne est. Et c'est très très difficile parce qu'en fait, pour l'instant, la façon dont ça se fait, c'est un élément va être positionné sur l'image et en fond, on va voir la réalité autour de soi. Le problème, c'est que les capteurs sont juste pas suffisamment stables pour qu'on ait une vue fixe avec des éléments bien positionnés, etc. On n'en est pas encore là du tout. Et pareil, c'est très très sensible pour... le problème, c'est pour détecter quand on tourne la tête, est-ce que ça tourne bien avec, etc. Tout ça, Et au-delà des questions techniques, il y a la question historique, c'est-à-dire que de la réalité augmentée, il faut que ce soit, si elle est historique, il faut que ce soit des façades qui datent toutes du même moment et qu'on soit sûr que les images nous montrent les façades telles qu'elles étaient et qu'on ne fait pas de la surinterprétation historique. Et comme on est dans cette démarche très scientifique, on essaye de se dire, en l'occurrence, pour 1900, on n'a que des gravures qui montrent exactement toutes les façades de la place de la Bourse, je crois, 1900, je ne sais plus
1890, puis on a ces gravures qui font le tour un peu comme ça, qui sont dans la topo. Bon, il y a ça. Mais après, l'enjeu aussi, c'est ce qu'a choisi de représenter la source ou non. En l'occurrence, c'est des gravures, donc difficile de dire à quel point elles sont représentatives, etc. Sur mon projet de la rue Galante, j'ai eu les mêmes problèmes. Et donc, il y a toute une question autant la photo, ça va, mais... Ouais. Puis il y a du coup toute une question de la qualification des sources et de la qualification aussi de la donnée produite, donc on n'a pas trop abordé ici, mais qui est un gros enjeu aussi justement pour les humanités numériques pour la suite. Mais pour le Assassin's Creed Place de la Bourse, du coup, ça marchait assez bien. C'était un petit peu ce qu'on s'était dit. Bon, on va attendre donc la sortie de tous ces nouveaux projets en réalité augmentée, en jeux vidéo. Et bien sûr, rendez-vous le 12 novembre, donc vous nous ferez passer l'information. Un grand merci Charlotte, Paul, Colin, Elsa pour cette présentation qui nous a permis, derrière ce titre intrigant, de savoir tout ce que ça pouvait receler sur notre histoire et pas seulement en termes de façade, d'architecture, d'espace, d'évolution urbaine, mais on l'a vu de littérature potentiellement, d'économie, de société, de restaurants japonais et j'en passe. Merci à vous, merci Émilie, merci Florian et rendez-vous pour le prochain rendez-vous Chine qui aura lieu en avril avec l'association Rempart qui organise des chantiers en Chine. Voilà, bonne